J'avais aucune preuve de marché, mais ça a suivi. J'ai levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis encore 15 millions. Cette année, j'ai pris plus de 35 millions quand tu additionnes les cash-out, les dividendes. J'ai galéré, je pense, de 18 ans jusqu'à au moins 30 ans. Et 30 ans, c'était le moment où j'avais fait feed, où j'avais fait un premier cash-out de plusieurs millions. Et là, je m'étais dit, ok, j'ai amorcé la pompe. Et ce qui est génial, je trouve, c'est d'être capable d'être dans des maisons qui valent 20 millions, mais de jouer au frisbee à 2 euros. Et ça, je pense que c'est la définition du bonheur, à mon sens. Donc les gens ils peuvent tous jacter, parler, critiquer. Qui a déployé 100 millions en 24? Tu sais, les haters, je les vois pas. C'est comme quand je suis dans ma maison, je regarde la mer, je vois les oiseaux, les poissons, mais je vois pas les haters, tu vois. La réalité, c'est qu'il y a plein d'étudiants SDF. Et moi, c'était le cas. Sauf que moi, j'étais même pas chez de la famille parce que j'avais pas de famille. Lui, c'est Anthony Bourbon, entrepreneur, investisseur et jury de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Aujourd'hui, il est à la tête d'une fortune estimée à plus de 150 millions d'euros. Son parcours a parfois été très sombre. Et pendant plus d'une heure, il nous partage ses pires, ses meilleures anecdotes de vie et comment il est passé de SDF à multimillionnaire. Alors Anthony, tu as une fortune aujourd'hui de plus de 150 millions aux dernières estimations. Tu as investi dans une centaine de boîtes. Tu es un des entrepreneurs les plus connus de France. Tu passes régulièrement à la télé. Tu es un best-seller dans les magasins. Tu as lancé Feed, qui est une marque de food tech et de diététique. Aujourd'hui, tu as lancé Blast, qui est un club d'investisseurs qui est en train de monter en flèche. Mais pourtant, dans ta jeunesse, c'était pas du tout ce à quoi tu étais prédestiné. Tu avais un père violent, mère dépressive, tu étais même à la rue à un certain moment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour devenir riche? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce succès alors qu'on part de tout en bas? Ouais, c'est assez rare parce que dans l'écosystème, on entend beaucoup de gens se vanter de venir d'en bas, mais la réalité, c'est que quand tu creuses les chiffres, il y a souvent de l'argent. Même les plus grands entrepreneurs, tu vois, comme Jeff Bezos, Elon Musk, quand tu connais les histoires, il y a de l'argent de famille. La plupart des entrepreneurs en France, c'est le cas, même ceux qui disent qu'ils viennent d'en bas. Et c'est extrêmement rare et c'est pour ça que je veux porter le message et dire à tous ceux qui sont vraiment dans une situation compliquée, vous pouvez le faire. Donc si moi je l'ai fait, les autres peuvent y arriver parce que j'ai rien de plus que la normale. Par contre, j'ai beaucoup travaillé, j'étais résilient et j'avais une sorte d'optimisme, tu vois, quasiment BA, qui fait qu'à chaque fois que j'échouais, je gardais le sourire. Et puis, il y avait cette part de chance. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a peut-être 10 personnes qui ont fait exactement la même chose que moi et qui ont échoué, voire 100, voire 1000. Et il y a une part de chance, mais que tu dois déclencher aussi. Et je pars du principe que pendant 10 ou 15 ans, je n'ai pas eu de chance. Mais à un moment, ça s'est imbriqué et là, je ne l'ai pas laissé passer. Donc, beaucoup de travail, essayer de s'adapter, utiliser les usages modernes. On est dans une société qui évolue très vite. Donc, c'est compliqué, mais aussi une opportunité parce que tu peux surfer sur les dernières technologies, sur les dernières tendances, être toujours dans les premiers à te former. Et là, on le voit évidemment avec l'intelligence artificielle, le Web3, il y a plein de possibilités pour les jeunes de se démarquer, de se différencier, mais c'est toujours en allant contre le courant que tu arriveras à faire des choses sympas. D'ailleurs, on dit souvent dans le ruisseau, il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant, donc essayez de penser différemment. Bah justement, tu parles de jeunes. Si aujourd'hui, on t'enlève tout ton argent et tu retournes en arrière, tu as 18 piges, tu ferais quoi? Ouais, c'est une question intéressante. Il y a une émission comme ça aux US d'ailleurs, New Billionaires ou quelque chose comme ça. C'est des mecs qui repartent de zéro. Et en fait, tu vois que leur état d'esprit leur permet de penser différemment parce qu'ils ont confiance en eux. Et la confiance, je pense que c'est principal. Moi, j'en manquais aussi quand j'étais jeune. Et si j'avais cru en moi plus tôt, je pense que j'aurais encore mieux réussi. Mais c'est une phase logique d'évolution, de devenir meilleur step by step. Mais effectivement, quand tu as déjà réussi, tu crois en toi, tu crois en tes capacités. Et donc, quand tu vas aller chercher des business, des opportunités, tu les adresses pas de la même manière. Donc, je pense que j'essaierai de surfer sur les tendances fortes du moment. Le online, je crois assez peu, moi, à l'école, aller faire 10 ou 15 ans d'études entre ta première jusqu'à je sais pas quelle fin de Master 2. Je pense que c'est un peu désuet, dépassé. Tu peux te former en ligne, il y a plein de possibilités. Maintenant, tout est devenu quasiment gratuit. Si tu veux t'intéresser à un sujet, il faut le fracasser. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à la moyenne. C'est ce qu'on t'apprend où tu dois être moyen partout. Moi, je pense qu'il faut être excellent dans un domaine de manière à ce que les autres soient prêts à te payer pour le faire. Et aujourd'hui, je le vois en 1 heure ou 2 heures quand je fais une conférence ou une intervention, je gagne plus d'argent que ce que je gagnais avant en 1 an ou 2 ans.
en 1 heure, parce que tout devient exponentiel. Donc plus tu deviens bon, plus les gens sont prêts à te payer. Tu gagnes combien sur une conférence? Sur une conférence, je vais prendre entre 40 et 50 000, tu vois, quand c'est bien négocié, mais c'est grâce à Mélanie qui s'occupe de moi, que tu connais. Mélanie, elle laisse rien passer. Ouais. Et en fait, ça monte très vite. C'est-à-dire que j'ai commencé, c'était 10 000 € l'heure. Après, je suis passé à 15 000. Je dis, bon, vas-y, on peut essayer 20 000. On est passé à 20 000. Et en fait, ça fait que monter. Et maintenant, je préfère en faire moins, mais qui sont qualitatives. Et à la fin de l'année, tu vois, quand tu prends 500 000 de conférences, quand tu prends X sur des livres, X sur les émissions, X sur Feed, X sur Blast, X, c'est une accumulation de plein de business, mais tous liés au même personnage. Moi, je crois beaucoup à la pieuvre. C'est-à-dire que tu as ton business central, ton main focus, mais il se déploie et chacun apporte les uns les autres. Les conférences, c'est cool pour Blast parce que ça en fait parler. Donc du coup, les gens ont envie de venir dans le club. Ça fait aussi vendre du feed, ça fait vendre des livres. Mais si tu lis mon livre, je parle aussi de feed et de Blast. Et tu vois, tout s'entremêle, mais il faut être un expert, utiliser le digital, se former. L'intelligence artificielle, ça me paraît élémentaire. Si tu arrives à avoir ce petit cran d'avance, bon bah, tu as déjà gagné. Ok. Tu as plein d'activités aujourd'hui, ça va dans tous les sens, tu as plein de sources de revenus, tu peux gagner des dizaines de milliers d'euros en 1 heure de conférence. Mais un truc qui est vraiment marquant par rapport à toi, on se connaît très bien maintenant, on part en vacances ensemble, etc. Je trouve que tu as une espèce d'énergie, une espèce de hargne. On sent qu'il y a un truc en toi qui bat et qui est très fort, un feu en toi qui brûle. D'où est-ce que tu tires ça? C'est un truc qui s'est passé dans ton enfance. Comment est-ce que ça se fait que tu as cette énergie? Je crois que c'est de la haine que j'ai réussi à tourner positivement. C'est-à-dire que, en fait, c'était tellement dur quand j'étais jeune de ne pas réussir, c'était tellement dur d'échouer, c'était tellement dur de sentir que j'avais du potentiel, mais qu'il n'était pas exploité, pas perçu par la société, que vraiment j'avais la haine et j'étais plutôt hypersensible. Donc moi, je pétais des câbles, je tapais dans les murs, enfin, j'étais plutôt assez violent, tu vois, tellement ça me consumait. Et en fait, plus j'ai grandi, plus j'ai réussi à la canaliser. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens comme Mélanie qui m'ont appris à devenir une meilleure personne, à maîtriser cette puissance. Et je fais souvent le parallèle avec Naruto. Tu vois, Naruto, il a le démon à 9 queues à l'intérieur de lui. Quand il ne maîtrise pas, il pète un câble, il défonce le village. Mais quand il apprend à le dompter, ça devient quelque chose de positif. Et aujourd'hui, vu que je suis quand même beaucoup plus apaisé, parce que faut pas se voiler la face, et tu le sais comme moi, plus tu as d'argent, plus tu es heureux. Donc on pourra en parler plus tard, mais les gens qui me disent l'argent, ça fait pas le bonheur. Évidemment, si tu es un gros con pauvre et un gros con riche, bon bah ça veut pas dire que tu vas être heureux parce que les gens autour de toi vont t'utiliser ou tu vas pas être apprécié. Mais si tu es juste quelqu'un de bien pauvre et quelqu'un de bien riche et que tu as la même famille et tout, bah vaut mieux être riche quoi. Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, les riches n'ont jamais proposé de rendre leur argent, tu vois. Et si c'était si évident, ils le feraient. Moi, j'en connais aucun. Des gens riches qui m'ont dit, tu sais quoi, allez, je rends tout. J'en ai vu une là qui a fait un livre là-dessus qui dit, moi, je veux rendre l'argent, mais bon, elle a hérité de ses parents. Donc, tu vois, c'est toujours plus simple quand t'as pas vraiment sué pour l'avoir, tu vois. Il y a l'ex-femme de Jeff Bezos qui a aussi donné pas mal de. C'est pour ça. C'est toujours facile de donner des conseils quand toi, tu n'as pas galéré. Et moi, je suis parfois pour certaines taxes qu'on devrait mettre aux riches, par exemple en fin de vie. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Mais à l'inverse, je trouve qu'on doit faire en sorte d'encenser, de pousser les gens qui sont en train de créer. Tu vois, les valoriser, pas les descendre. Et cette énergie, elle vient de là. C'est que j'ai quelque chose à prouver. C'est un manque de confiance en moi aussi. C'est-à-dire que, à mon sens, je suis toujours le petit Anthony que les gens, tu vois, prenaient de haut, respectaient pas. J'ai vu, moi, la manière dont le flic parlait à mon père, dont le prof me parlait quand j'allais dans les magasins, que les gens ne calculaient pas parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas les moyens. Moi, j'avais les mêmes chaussures, les mêmes sacs, les mêmes trucs, tu vois. Et ça, je veux me venger. Et c'est pour ça que ça dépasse l'argent parce qu'en vrai, je pourrais arrêter et me dire écoute, tranquille, je kiffe, je fais le tour du monde. Mais c'est pas ça qui m'anime. Je veux envoyer un message fort. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un sur mes réseaux qui me dit bah, tu m'as motivé, j'ai cru en moi, je l'ai fait, bah, je me dis c'est cool, tu vois, ça nous fait un bon message d'envoyer, ça nous fait une personne de plus qui va nous porter. Et je pense honnêtement que si on arrive à faire la révolution dont je parle souvent, bah, si j'ai pu être à l'initiative ou participer de près ou de loin à cette émergence, tu vois, d'une révolution sociale qui montre que le peuple peut se soulever, et pas en pétant des murs, des vitrines, en cramant des voitures, mais peut dire ok, la verticalité telle qu'on la connaît dans le système politique, à savoir que des gens qui n'ont jamais vraiment bossé, qui sortent de l'ENA, des grandes écoles, viennent nous diriger et nous dire comment nous on devrait faire pour les servir. Tu vois, ça me paraît absurde quand tu vas à l'Élysée, tu sais qu'il y a 600 employés, 600 CDI pour ouvrir des portes et compagnie.
C'est délirant. Et donc, d'un côté, c'est ça qui est marrant, c'est que je ne suis pas du tout d'extrême gauche, tu vois, pas du tout, c'est pas mes valeurs. Mais je veux quand même qu'il y ait une révolution, mais une révolution méritocratique qui fasse que celui qui peut y arriver, il peut y arriver. Parce que en soi, la France est un des pays où il y a le moins de méritocratie aujourd'hui. Tu regardes le pourcentage de millionnaires qui sont self-made, donc qui l'ont fait eux-mêmes en France, VS aux États-Unis. C'est dramatique. Ça n'a rien à voir. Même les grandes capitalisations, le CAC 40, tu regardes, c'est 70% de boîtes qui ont plus de 15 ans, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a quasiment que des boîtes qui ont moins de 10 ans, au Nasdaq et compagnie. Donc, on est un pays d'héritage, de reproduction sociale, d'élitisme. Nous, on le voit au quotidien dans notre travail avec Feed. C'est de la consanguinité. Les gens s'entraident les uns les autres et c'est normal. Et peut-être qu'on le ferait à leur place aussi, mais ils veulent garder leurs avantages. Ils veulent conserver cette avance qu'ils ont sur les pauvres ou la classe moyenne, parce qu'on parle souvent des pauvres, mais la classe moyenne, c'est celle qui douille quasiment le plus, parce qu'elle a travaillé pour pas gagner beaucoup plus que les pauvres qui ont des aides de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, pas le faire, c'est un autre sujet. Mais classe moyenne et pauvre, c'est la misère totale. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens en haut qui jouent au Monopoly depuis des générations, et je dis souvent que le Monopoly, tu ne peux pas gagner si tu commences la partie et que d'autres personnes ont déjà plein d'immeubles sur les cases. Toi, tu débarques derrière, tu fais un dé, boum, tu dois payer hôtel rue de la Paix, merci, au revoir. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'à la fin de la vie ou quand tu meurs ou qu'il y a un héritage, que tu te fasses vraiment imposer, ça ne me choque pas, ça rebat un peu les cartes, tu vois. Et si ton enfant, le tien comme le mien, il n'est pas capable de réussir avec ce qu'on lui laissera, c'est qu'il ne le mérite pas, quoi, tu vois. Donc, c'est son problème. Mais par contre, quand on est en train de créer de la valeur, se faire défoncer par les impôts, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant parce que plus tu crées des boîtes, plus tu arrives à créer de l'emploi. Ouais. Tu as parlé avant de galère. C'est quoi les plus gros moments de galère dans ton enfance? Les plus gros moments de galère, c'est clairement quand j'étais à la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle avec le sourire et parfois les gens me disent « mais pourquoi t'en rigoles ?» Parce qu'il faut être positif, tu vois. Et vu que ça finit bien, l'histoire, ça me fait marrer et souvent j'en parle avec des amis. Et c'est des moments que j'ai quasiment supprimés. Et c'est pour ça que j'aime bien en parler avec des gens comme toi, parce que, et quand j'ai fait le livre, j'ai eu la même sensation, c'est que ton cerveau supprime des choses qui peuvent t'affaiblir ou te marquer ou te blesser. Et souvent, quand j'en parle, je me dis, putain, c'est vrai que j'ai de la chance quand même. Et ça me permet de réapprécier à nouveau des choses dont je pourrais me lasser, parce que comme tout le monde, j'ai une tendance à oublier d'où je viens, et tu t'habitues très vite au luxe, en fait. On s'en rend pas compte quand on monte, mais c'est plutôt quand on descend. Typiquement, tu vas prendre un appartement plus grand, tu vas te dire c'est cool, j'apprécie, mais tu vois pas vraiment un choc. Par contre, si tu retournes dans un appartement qui est plus petit, c'est là que tu te dis ah ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Idem sur un costume, tu vois, tu as un costume Zara, tu vas te faire un sur-mesure, tu vas kiffer le sur-mesure, mais tu vas pas faire trop attention. Si par contre tu remets ton costume Zara après, tu vas dire oh putain, le tissu il tire, la coupe elle est moisie, il s'abîme, ça filoche, tu vas revoir les défauts. Et donc quand je repense à la rue, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment connu, les gens disent il exagère, c'est un mytho, mais c'est réel. C'est-à-dire que le nombre d'enquêtes que j'ai eu sur moi… Tu sais que c'est marrant, moi ça m'a toujours fait marrer. Je crois que j'ai une ou deux personnes qui m'ont dit ça, genre mais il est pas allé à la rue. Mais comment tu peux savoir? C'est fou. Où est la preuve que tu n'étais pas à la rue? C'est incroyable. Donc pourquoi tu pars du principe que c'est… Je n'arrive pas à comprendre. C'est absurde. Et le nombre d'enquêtes, c'est ce que je disais avec M6 là, parce qu'il y a eu des journalistes et tout, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les journalistes tirent des poncifs en disant c'est sûr qu'il a une famille, qui avait de l'argent, c'est sûr qu'il n'a pas été à la rue. Comme si, tu vois, c'était une fierté pour moi de dire j'ai galéré. Et le nombre d'enquêtes que j'ai eues sur moi, que ce soit des blogueurs, que ce soit des journalistes, je peux te garantir que s'il y avait le moindre truc, ils l'auraient trouvé, tu vois, depuis un moment. Et la rue, j'y étais vraiment à Bordeaux. Et c'est vrai que quand tu dis SDF, les gens ont cette image, tu vois, du mec qui boit de la bière, pas douché. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'étudiants SDF. SDF, c'est tu vas d'une habitation à une autre, un coup t'es au Crous, un coup t'es chez un ami, un coup… Et moi, c'était le cas. Sauf que moi, j'étais même pas chez de la famille parce que j'avais pas de famille. C'est-à-dire que mes parents étaient divorcés. Mon père avait refusé que j'aille chez lui. De toute façon, il était violent, donc c'était pas la meilleure solution. Ma mère, pareil, elle m'avait viré. Les grands-parents, on se parlait pas. Donc j'étais vraiment obligé de galérer. Il y a des soirs, je dormais dans les bus, parfois dans mes cybercafés. Après, j'ai trouvé des potes qui m'ont hébergé. Après, j'ai eu une copine qui m'a hébergé. Mais cette sensation de dépendance aux autres était atroce. Et je me souviendrai toujours pas savoir où dormir et attendre avec ton téléphone le coup de fil. Et tu sais, les gens te répondent pas, normal, t'envoies des textos, ça répond pas. Ouais. Et de pas savoir. Et quand quelqu'un te répondait, t'étais, tu vois, tellement ravi de pouvoir y aller, tu vois, tu avais cette gratitude. Et ça, je veux plus jamais le vivre. Et c'est pour ça que j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir refuser des dîners
refuser de voir des gens qui ne m'intéressent pas, refuser tous ces trucs mondains. Moi, je déteste les mondanités, je déteste les after-work, les cafés, les dîners. Les dîners, tu le sais, je vois tout le temps mes potes, je dois voir max 10 personnes. Le reste ne m'intéresse pas et c'est pas que je suis fermé, prétentieux ou quoi, c'est que je suis concentré sur mes objectifs. Et entendre parler du dernier film, de la dernière histoire, des ragots, de qui a chopé qui, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, t'as ces moments où tu sais pas où tu vas dormir, tu dépends des autres personnes pour avoir un logement. Quand est-ce que ça change réellement? Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu t'es posé et tu te dis « Ok, c'est bon, là j'ai une vraie situation ». Franchement, c'était longtemps après, hein, parce que je dirais que j'ai bien galéré 10-12 ans. Le problème, c'est quand tu veux grossir vite, moi j'étais très ambitieux, tu vas prendre des risques. Et typiquement dans les business de voitures, où il y a un gars qui avait dit c'est des mythos, il n'a pas vraiment vendu des voitures, il dit qu'il a fait des Audi A6, et les gens disaient mais quel mytho, comment tu peux faire de l'argent avec des voitures? C'est un peu comme les formations, tu vois, les gens disent ouais, il dit qu'il est millionnaire avec des formations, c'est pas possible. Mais en fait, c'est juste que pour eux, c'est tellement inconcevable que ce soit aussi simple de gagner de l'argent qu'ils se disent bon ben je préfère chier dessus quoi, tu vois. Et moi c'était la même chose, quand je dis j'achetais une voiture, je la revendais, les mecs disaient c'est pas possible, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à trouver une voiture qui est 3 000 € moins chère que le marché parce qu'il y a un gars qui a besoin d'argent et tu l'appelles et t'en appelles 50 et sur les 50 il y en a un et tu reviens dans ta ville, moi en l'occurrence c'était à Bordeaux où il y avait de l'argent, c'est une ville plutôt mondaine, riche, où un mec qui était prêt à payer 3 000 de plus que le prix normal parce qu'il n'avait pas envie de faire l'aller-retour que je m'étais tapé à Lille ou Marseille. Et tu avais un différentiel de 6 000 €. Je vois pas du tout où est le truc compliqué. Mais tu vois, les gens ont ce blocage psychologique. Mais tout ça pour dire que j'ai fait les voitures, j'ai fait mes business, j'ai fait ma fac de droit, mais je montais, je redescendais. J'ai acheté une voiture, c'était pas la bonne, le moteur pétait. Évidemment, moi, les voitures, je les assurais pas. Faut pas le dire, tu vois. Mais j'avais les techniques, les cartes grises, les trucs. On faisait en sorte de ne pas assurer les voitures. Je vais donner une technique parce que sinon on va me dire c'est mytho, tu es obligé d'avoir une voiture assurée. En fait, tu avais des techniques, c'est que la carte verte, tu peux dire je vais acheter une voiture et l'assurance t'envoie la carte verte pour aller la chercher. Et après, tu peux dire bah moi la voiture finalement je la veux plus et tu la revendais et tu n'avais plus besoin de la carte verte et tu as arrêté de payer. Enfin tu vois, il y avait plein de techniques. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai galéré, je pense de 18 ans, allez 17 ans, 17-18 ans, jusqu'à au moins 30 ans. Et 30 ans, c'était le moment où j'avais fait feed, où j'avais fait un premier cash out de plusieurs millions. Et là, je m'étais dit, ok, tu vois, j'ai enclenché, j'ai amorcé la pompe. Et pas parce que j'avais pris quelques millions, mais j'avais réussi à comprendre comment ça fonctionnait. J'avais mis le doigt dans l'engrenage et j'avais observé qu'à Paris, tu pouvais créer de l'argent dans ce système startup. J'avais observé les codes, compris comment ça fonctionnait. Et puis évidemment, la vraie différence, je l'ai eu ensuite quand mes investissements ont bien fonctionné dans les startups, que j'ai engrangé différents gains. Là, avec Blast, bon, ça a encore assis la sécurité. Mais ma vraie sécurité, je l'aurai quand j'aurai eu mon milliard. Et non pas parce que je pense que j'ai besoin d'1 milliard pour être heureux, mais parce que c'est l'objectif que je me suis fixé. C'est vraiment un rêve, mais pas financier. C'est comme tu veux gagner, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu dis à un footballeur qui est chaud, ben, tu gagnes 3-0, pourquoi tu essaies encore de mettre des buts? Mais parce que c'est agréable de mettre des buts, tu vois. Enfin, si je peux en mettre 8, je vais en mettre 8. Et ben moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que je pourrai, je continuerai. Et peut-être qu'attends, dans 10 ans, je te dis, bon, finalement, j'ai changé d'avis, je veux faire le tour du monde, étudier différentes manières de vivre, je vais aller dans la forêt, voir des chamans, des gourous. Et fine, mais pour le moment, j'adore faire du business. Je pense que j'ai le potentiel de faire beaucoup plus. J'ai la chance d'avoir accès à un réseau de startups qui me permet d'investir dans des bons trucs. J'ai des gens qui me suivent. Je vais continuer et je vais tout fracasser. C'est-à-dire que les gens me disent non, le feu ne s'éteindra jamais parce que ça vient d'une haine beaucoup trop profonde. Ouais, je pense qu'en fait, la plupart des gens qui ont de la peine à comprendre que quelqu'un continue à travailler quand il a déjà de l'argent, en fait, ils se projettent leur travail sur ta situation. Mais en fait, toi, tu as tes business, tu n'as pas de patron qui t'oblige à travailler à une certaine heure, on ne t'oblige pas à faire des tâches que tu trouves stupides. Et donc, en fait, le fait de progresser toujours, c'est ça qui te… C'est que du kiff. Et tu le sais aussi bien que moi parce que je sais que tu prends plaisir et c'est pour ça que tu es bon dans tes bises. On en parle souvent. D'ailleurs, quand on est ensemble avec les potes, on parle de quoi? On parle de bises. Tu vois, on se dit pas, allez, essayons de nous évader, parlons de cinéma. Nous, on prend du plaisir. Et je pense que les gens, tu as complètement raison de le souligner, comme ils sont malheureux dans leur travail, et je le comprends parce que moi aussi, je l'ai été parfois, tu vois, dans des métiers qui ne me correspondaient pas du tout. Quand j'étais jeune, je faisais des stages, des
les alternances, j'avais vraiment envie de mourir, quoi, tu vois, c'était atroce. Eh bien, forcément, ils se disent, ils font genre de vouloir travailler, de vouloir plus d'argent, je les comprends. Moi, je prends du plaisir chaque matin quand je me lève. Tu vois, quand je suis avec toi, c'est pas du tout un moment de travail. Pour moi, c'est que du kiff. Quand je fais des tournages, c'est que du kiff. Quand j'écris un livre, c'est que du kiff. Quand je fais Blast et que je parle à des entrepreneurs pour essayer de comprendre leur business et voir si je peux les aider en investissant, c'est que du kiff. Quand je fais Feed à trouver des nouvelles recettes, c'est que du plaisir. Et donc, c'est pour ça que si un jour j'aime moins ce que je fais, bah, là, peut-être que ce sera très différent. Du coup, tu as ces moments de galère, tu as des hauts, des bas. Ton premier gros vrai succès, du coup, c'est avec Feed, où tu as ta première vraie situation financière suite à la revente d'une partie de tes parts. Est-ce qu'au long de cette première montée, tu as des trucs qui te surprennent par rapport à l'argent? Est-ce que le fait d'être riche, c'est différent de ce que tu avais imaginé, en bien ou en mal? En réalité, ça vient au fur et à mesure. Donc, j'ai pas eu un choc de richesse. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent au loto. Je pense pas que ce soit bénéfique sur le long terme parce que t'es pas préparé mentalement, t'es pas entraîné, t'es pas éduqué et donc tu fais n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais la plupart des gens qui ont gagné au loto redeviennent pauvres dans les 5 ans qui suivent parce qu'ils se font escroquer par tout le monde, ils comprennent rien à l'investissement, à la fiscalité et donc ils font n'importe quoi. Et l'argent, ça peut rentrer très vite, mais repartir encore plus rapidement, je pense. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les sportifs, hein, on en parlait avec Tony Parker, je crois qu'il me disait c'est 90% des basketteurs de NBA redeviennent pauvres 5 ans après la fin de leur carrière. C'est absurde alors que c'est des mecs, ils ont pris 50, 100 bâtons. Donc l'argent, il faut l'aimer, il faut le chérir et le tenir très près de soi. Il faut dormir avec. Il faut vraiment lui faire des câlins. Et parce que c'est un amant pas fiable. Il peut très vite partir vers quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, moi, ça a grossi petit à petit. J'avais commencé à faire de l'IMO avec des potes, mais tu vois, c'était des apparts ridicules. Quand les gens disent « Ouais, il dit qu'il fait de l'immobilier, comment tu peux acheter des immeubles ?» Enfin, jamais dit qu'on achetait des immeubles dans le 7e arrondissement de Paris, tu vois. On achetait des trucs pourris à Montreuil, à Draveil, en banlieue. Et petit à petit, tu vois comment ça fonctionne, ça commence à monter, ton salaire augmente. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que chaque année, et c'est une règle que je me suis fixée, je dois gagner plus que tout ce que j'ai gagné le reste de ma vie. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de scalable, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir enclenché la machine, en 2025, j'espère pouvoir gagner plus que tout ce que j'ai gagné jusqu'à présent. Et en 2024, c'est ce qui m'est arrivé et ça a fonctionné. Et donc, quand tu prends 20-30 millions en une année, bah, évidemment que tu te dis tout est possible. Parce que l'année prochaine, si j'en prends 100 ou 50 et que tout ça, tu l'additionnes et que ça se cumule, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ça vient s'additionner, c'est du revenu passif. Tu as des trucs qui tournent tout seul et tu as des trucs où c'est un peu actif mais où tes prix montent, donc quelque part, ça revient au même. Pourquoi j'arrêterais? Parce qu'en réalité, le vrai kiff, il n'est pas pour moi, il est aussi pour mon entourage. Parce que moi, il n'y a rien qui m'excite plus, et tu le sais d'ailleurs, parce qu'on va peut-être passer des week-ends ensemble là, dans les semaines, mois qui arrivent, inviter mes proches, pouvoir avoir le staff qui nous fait de la bonne bouffe, les amis, les proches en qui tu as confiance, qui t'ont vu grimper, et partager ces moments, mais c'est ça qui est trop cool. Tu vois, les gens imaginent toujours que quand tu as de l'argent, tu vas bouffer du caviar, etc. C'est pas ça le vrai kiff. Le vrai kiff, c'est d'avoir ton entourage, de pouvoir, on parlait, tu vois, hors caméra de Mélanie à qui je vais acheter une Audemars, une montre et tout. C'est ça qui me fait kiffer. Parce que quand je vois son sourire et les yeux qui brillent, parce qu'à l'époque, pour nous, avoir une Submariner Rolex à 9 000 €, c'était le bout du monde, et que maintenant tu peux acheter une montre à 100 000, ça te fait ni chaud ni froid, tu la payes en carte bleue, avec ton Apple Pay, tu bipes chez Audemars, et tu te dis putain, c'est un truc de ouf, et tu rentres, et c'est ça la satisfaction. Je pense c'est raconter une histoire, créer un parcours, formater un destin dans lequel tu n'aurais jamais cru initialement. Ouais. Donc, du coup, tu peux nous résumer comment ça se passe avec Feed, ce premier succès? Parce que, voilà, on a compris, c'est de la bouffe. Ouais. Mais comment tu passes de vendre des Audi à faire de la bouffe, à lever avec des investisseurs? Genre, comment tu fais tout ça? Ouais, c'est marrant parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un article d'un journaliste qui avait interrogé l'écosystème startup et il y a une phrase tellement condescendante qui démontre à quel point cet entre-soi ne peut rien comprendre. Il dit « Faire des barres au chocolat, c'est très différent que d'être un investisseur, donc je ne vois pas comment il peut avoir un fonds d'investissement. » Comme si, tu vois, l'humain était cloisonné à une activité et qu'une secrétaire devait rester secrétaire toute sa vie.
Tu vois, et ça me rappelle une autre phrase d'un investisseur d'ailleurs, un peu du même acabit, hein, un investisseur de fonds parisien, qui m'a dit « Ah non, mais moi, la barre chocolat, je ne veux pas la goûter, je pense que c'est pour les pauvres, mais ma femme de ménage testera et je t'appellerai demain. » Et je lui ai dit « Mais tu peux pas tester ma barre, tu veux vraiment la faire goûter à ta femme de ménage, tu penses qu'elle a un palais différent. » Et tout ça pour dire que moi, je suis intimement persuadé qu'on a plein de vies dans une vie, et que ce serait vraiment dommage de rester passionné que d'un seul sujet. Moi, je suis un boulémique obsessionnel d'informations. À un moment, ça va être les montres. À un moment, ça va être les voitures. À un moment, ça peut être le surf. À un moment, ça... Mais j'adore ça parce que j'ai l'impression de remplir... Je me souviens, anecdote, je me souviens, cet été, tu as commencé à nous décrire quelle crème il fallait pour le visage avec tous les différents... ingrédients, les marques, le machin, j'étais là, mais je comprends exactement comment son cerveau fonctionne. J'adore. T'as dû passer genre des heures sur Google pour comprendre. Et en fait, tu fais ça sur chaque sujet. T'as un sujet qui te passionne et tu vas tout apprendre dessus. Quoi. Là, tu vois, c'est le Doberman en ce moment. Okay. C'est mon kiff. Ouais. Je veux comprendre les différents types de Doberman. Doberman américain, Doberman européen. Quelles sont les différences? Quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce qu'ils peuvent dormir dehors plutôt derrière? L'histoire. L'huissier qui allait avoir des problèmes avec les clients, qui a créé une race de défense. Donc, c'est un des seuls chiens qui est vraiment créé pour faire de la défense. Enfin, et j'adore comprendre, mais je vais très loin. C'est-à-dire que je vais acheter des bouquins, je vais appeler des éleveurs pour prendre leur feedback parce que ça m'intéresse. Et si un jour j'ai un Doberman ou que j'en adopte un, bah, j'aurai vraiment un choix éclairé. Et en plus, ça me nourrit, tu vois. J'adore faire ça. T'as même pas prévu d'en acheter un, c'est juste. Non, parce que c'est une race que j'ai toujours adorée. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aurai un Doberman. Okay. Et donc, j'ai fait une comparaison entre le Rottweiler et le Doberman parce que j'aimais bien ces deux chiens. Et j'en ai déduit que le Doberman était le plus approprié. Et peut-être que j'en aurai un, mais j'ai pas, tu vois, c'est pas dans les tuyaux, quoi. Et du coup, pour revenir à ce dont on parlait, j'imagine que tu as eu cette même obsession sur la nourriture à un moment. Et donc, tout le monde me disait la même chose qu'aujourd'hui pour Blast. Aujourd'hui, on me dit, c'est pas un vrai investisseur. Alors que les investisseurs de la place parisienne, c'est des gens qui sortent d'école de commerce, qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat et qui vont venir à ton board te dire non, tu devrais faire ça. Pourquoi, mec? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour venir moi me dire ce que je dois faire? Bref, je mets ça de côté. Et donc quand j'ai commencé Feed, les gens me disaient t'es pas un ingénieur agroalimentaire, donc tu ne peux pas faire Feed. Et tous mes concurrents français étaient ingénieurs agroalimentaires. Et c'était un problème pour eux parce qu'en fait, ils avaient un biais. Parce qu'ils ont récité ce qu'on leur avait appris à l'école et ils ont dit ça c'est pas possible, les professeurs m'ont dit que… Alors que moi je suis arrivé, un peu comme évidemment toute proportion gardée Elon Musk dans les fusées, lui il n'était pas en mode NASA etc, il a dit je vais faire une fusée différente. Alors que si quelqu'un avait proposé cette idée à la NASA, ils auraient dit mais qu'est-ce que tu racontes, une fusée qui va revenir se poser, ça n'existe pas, on l'a jamais fait. Et ben moi, à mon tout petit niveau, avec Feed, c'est ce que j'ai fait avec les bars. J'ai pas eu peur de lancer des produits qui n'ont pas marché. À juste titre, tu vois, les gens me disaient ça marchera pas le substitut de repas en France. Mais j'ai quand même essayé. C'est vrai qu'à la fin ça marchait pas, mais ça m'a quand même permis de faire du chiffre d'affaires, plusieurs millions, de lever de l'argent et donc après de faire un pivot vers le snacking, les barres protéines qui elles fonctionnaient beaucoup mieux. Et j'ai jamais eu peur de me lancer en fait. Et donc, ouais, je fais des erreurs. À chaque fois, je m'améliore, j'essaie de faire mieux, j'essaie de pivoter et je me confronte au marché. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de parler avec mes clients. Les gens me critiquent beaucoup et me disent « Ah, j'aimerais avoir la même réussite ou j'aimerais avoir la chance. » Sauf qu'en fait, si je leur donnais la recette de ce que j'ai fait, personne ne voudrait le faire. Donc, tu vois, les gens, ils veulent le succès, mais pas l'entraînement qu'il y a avec. C'est normal. Moi aussi, j'aimerais jouer au tennis comme Federer. Mais par contre, si tu me dis qu'il faut jouer 5 heures par jour, avoir les pieds pétés, les entorses, des trucs, je te dirais ben non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et donc, Feed, j'ai défoncé le sujet en étant, je pense, plus expert que la plupart des ingénieurs agroalimentaires français. Et on a commencé à lever de l'argent parce que j'avais cette même énergie. J'avais l'énergie, j'arrivais devant des investisseurs, j'avais rien. J'avais même pas un produit ou un produit avec de la poudre que je mélangeais juste avant de rentrer devant le pitch. Et j'ai un de mes investisseurs, là, Business Angel, qui m'a appelé l'autre jour, il me dit « Putain, t'imagines, la première fois que tu es venu nous pitcher Feed avec ta boîte blanche dégueulasse et que tu mélangeais à la cuillère avant de venir sur scène nous pitcher et maintenant avec Blast tu fais ça, ça, ça. » Et c'est vrai, c'est une réalité, mais j'avais la même énergie et je voulais tout défoncer. Et donc les investisseurs avaient parié sur moi alors que j'avais aucune preuve de marché.
Mais ça a suivi, j'ai levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis encore 15 millions avec des super beaux fonds comme Alven, comme Utopia, comme Kima Ventures de Niel. Après, j'ai Pepsi Ventures qui est arrivé, c'était leur premier investissement en France. Donc, on est avec le CEO de Pepsi Ventures à mon board tous les trimestres. Et donc, tu vois, tu travailles quand même avec des gens qui sont très solides, des Américains, tu vois que leur fonctionnement est différent. Et à chaque fois, tu vois, ça m'a poussé dans mes retranchements. Ça m'a poussé dans mes retranchements à plein de niveaux. Et les gens ne l'auraient pas fait. Il y en a plein qui n'auraient pas voulu parler avec Pepsi parce que moi, comme je n'avais pas fait les grandes écoles, je n'avais pas un anglais comme les gars qui avaient fait les écoles de commerce. Et donc, tu te retrouves à un board avec des gars qui parlent qu'en anglais, à l'américaine, Los Angeles, donc tu comprends un mot sur deux de ce qu'ils disent. Bah ouais, mais c'est cool, c'est ça que j'ai kiffé, c'est que ça m'a obligé à monter mon niveau, ça m'a obligé à essayer de faire mieux. Et si demain, je dois avoir des investisseurs chinois, j'apprendrai le chinois, tu vois. Mais c'est ça que je trouve cool. Et donc, tu as cette première expérience avec Feed, et là où tu vas aussi gagner beaucoup d'argent, c'est avec les investissements que tu vas faire juste après. Aujourd'hui, tu as investi dans une centaine de boîtes. Comment tu fais pour réussir ces investissements alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est très difficile de trouver la bonne boîte, de savoir les évaluer, etc. Exactement, très important d'en parler parce que là encore, les gens disent « mais c'est impossible de gagner de l'argent avec les startups, il y en a 9 sur 10 qui meurent, etc. etc. » Il faut penser différemment. Un fonds d'investissement, quand il investit, admettons qu'il a levé 100 millions d'euros, il va faire 10 investissements de 10 millions d'euros. Lui, son objectif, c'est que chaque startup qu'il va financer puisse racheter l'intégralité de son fonds. Donc, que l'investissement de 10 millions lui rapporte à minima 100 millions. Donc, lui, il veut faire ce qu'on appelle un moonshot. Donc, ça veut dire qu'il veut une licorne. Il veut quelque chose qui soit colossal. Et il ne peut pas sortir avant. Il veut vraiment faire l'exit final pour faire un multiple de porc. Sauf que moi, je ne veux pas faire des licornes. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu une seule licorne dans mon portefeuille. Et je l'assume parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de faire entre x5 et x10. Et moi, à partir du moment où je fais x5 ou x10, je prends mon gain. Alors là, les gens vont dire, mais tu prends ton gain commun si la boîte, elle n'est pas vendue. Moi, ma technique, et je l'ai très vite observé comment ça fonctionnait dans les startups, puisque moi-même, je levais des fonds. Je rentrais au premier tour, ce qu'on appelle le pré-seed. C'est-à-dire que je rentrais en pariant sur un entrepreneur parce qu'il n'y avait aucun chiffre. Donc, tu vois, il y avait des études de marché, tu voyais que le mec était malin, mais il n'y avait pas de vente ou très peu. Je l'aidais, je le mettais sur les rails, je le faisais rentrer chez Franprix, chez Monoprix, je lui mettais mes techniques d'acquisition qu'on avait développées chez Feed, je lui mettais mon CRM, je l'aidais vraiment à se construire. Je pense que je lui faisais gagner à minima 6 mois avec nos techniques de travail. Ouais. Très vite, il levait de l'argent parce que je savais les investisseurs quel profil ils aimaient. À l'époque, et tout ça a changé, donc il faut t'adapter. Mais à l'époque, ils aimaient les alphas, grandes gueules, qui vendaient du rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je m'inclus dedans parce que moi, quand je pitch, j'envoie de la purée parce que je crois vraiment. C'est pas que je suis un menteur, c'est pas que je suis un hypocrite avec les invests. C'est que moi, je veux tout niquer. Et donc, quand je pitch, je dis je vais tout niquer. Donc après, t'y crois pas. Je vais tout faire pour y arriver. Ça ne veut pas dire que je vais réussir, mais je vais tout donner. Et à l'époque, les investisseurs voulaient ce discours. Et donc moi, je trouvais des gars qui avaient ce discours-là. Et ils relevaient assez facilement au tour d'après. Et moi, comme j'étais en contact avec les fonds d'investissement ou les gros business angels, je savais qui cherchait quel dossier. Et donc, avant même d'investir dans une startup, je savais à qui j'allais la refiler. J'exagère un peu, mais si tu fais ça dans du côté, tu vas en prison. C'est du délit d'initié. Mais là, on est dans du non-côté. Et donc, en fait, le non-côté, tu peux faire ce que tu veux et c'est le travail des VC de s'appeler toute la journée, de bouffer avec des fondateurs pour savoir qui fait quoi, avoir les infos en avance, etc. Et donc à un moment, quand tu sais qu'il y a des fonds, ils cherchent de la food tech, d'autres de la surtech, d'autres du SaaS ou de la marketplace, tu peux adapter, faire des intros et quand il y a des dossiers qui sont sexy et qui montent vite, bah, très rapidement, tu peux dire à un fonds, écoute, je te garde l'exclu. Par contre, pense à moi je vais cash out à la fin, ça fait 2-3 tours que je suis dedans, je veux sortir. Et il y a plein de boîtes. D'ailleurs, quasiment exclusivement toutes les boîtes desquelles je suis sorti, c'était en cours de route. J'en ai 2 ou 3 qui ont été rachetés officiellement, mais la plupart, je suis sorti en cours de route. Et c'est ça qui m'a permis de matérialiser. Et là encore, je l'ai fait, tu vois, avec Zama, une boîte que tu connais de Rand, Indy, qui est un pote à nous. Et Rand, c'est pareil, je suis rentré, c'était à 8 millions, même pas à 7 millions de valo. On était à Saint-Tropez. Il m'a dit, voilà, je fais ça, est-ce que ça te dit? J'ai dit oui, vas-y, tiens, prends l'argent. J'ai réinvesti au tour d'après et je suis sorti à 400 millions ou 300 millions de valo. Pourquoi? Parce que les investisseurs entrants veulent réussir à avoir une meilleure valo que le tour primaire et en secondaire, donc quand tu fais du cash out, tu leur mets un discount toujours. Donc moi, admettons la valo, elle est à 300 millions, je ne sors pas à 300,
je vais sortir à 250. Mais même 200, je leur donne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je ne suis pas gourmand. Et donc, eux, ça moyenne leur prix à la baisse, ça crée de la liquidité. Et là, les rageux vont me dire, oui, mais le founder, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Le founder, il préfère que moi je sorte parce que j'ai plus rien à lui apporter et que son nouvel investisseur soit plus incentivé dans la cap table. Parce que l'investisseur, plus il a de parts dans la boîte, plus il va t'aider à te faire des intros, plus il veut que ça fonctionne et plus il veut que tu ailles haut. Donc tout ça, c'est du gagnant-gagnant. L'entrepreneur, le fondateur veut que tu sortes de sa cap table, le nouveau veut du discount et toi, tu veux ton argent. Okay. Et donc, vu que j'étais au cœur de l'écosystème et que j'avais cette visibilité, que j'avais levé beaucoup d'argent, personne ne levait 30 millions avec du produit à l'époque. Tu vois, c'était assez inédit. Je ne sais même pas s'il y en a qui l'ont refait en DNVB. C'est assez rare. Ouais, j'étais au bon endroit au bon moment. Ça fait partie du truc de la chance. Mais la chance, tu l'exploites. Il y avait combien? Peut-être 500 boîtes de produits à Paris de DNVB qui faisaient des produits. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et à ce moment-là, tu as dû mettre en plus presque tout ton argent, j'imagine, parce que bien sûr. Pas énormément. Quand j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi, les gens ils disent faut équilibrer, pas tous les œufs dans le même panier. Moi, je fonctionne pas comme ça. Et avec les voitures, je faisais pareil. C'est-à-dire quand je sens qu'il y a quelque chose, j'y vais à fond et j'y vais all-in, tu vois. Et la réalité, c'est que on dit pour être riche, tu es obligé de prendre beaucoup de risques et de tout mettre sur quelque chose de très risqué quand tu es jeune. Et quand tu es déjà très riche, au contraire, tu dois mettre des grosses sommes sur des choses pas risquées. Parce que des petits paris, des gros paris avec des petits montants et des petits paris avec des gros montants. Et ça se tient parce qu'aujourd'hui, moi tu sais que moi j'avais pas d'argent, j'avais rien. Et quand aujourd'hui j'ai les family office ou les banquiers qui me disent bon bah Anthony, de dividendes, enfin même pas de dividendes, de placements qu'on a fait avec des comptes à terme à 4%, bah tu vas récupérer 2,5 millions cette année et puis là et tu te dis c'est un truc de ouf parce qu'en fait si t'es pas un mongol et que tu fais pas n'importe quoi avec ton argent, ça capitalise, ça fait des bébés. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que plus tu gagnes, plus ça s'accumule. Et si tu gardes cette mentalité de shark et de gars qui ne veut pas dépenser n'importe comment, une fois que tu as mis le doigt dedans, ça déroule. Et pour les startups, c'est la même chose. Blast, c'est l'accouchement ultra naturel de ce que je faisais à l'époque chez Feed. C'est-à-dire que les gens venaient me voir, les fondateurs, ils me disaient je cherche 500 000 ou 1 million. C'était vraiment du précide. Moi, je lui disais demain, je peux t'avoir l'argent. Par contre, au lieu d'avoir une valo à 5 millions, une valorisation, je veux 3 millions ou 2,5 millions. Je cassais la valo. J'appelais tous mes potes, footballeurs, tennisman, d'autres entrepreneurs. Je disais voilà, j'ai ce dossier, j'y crois, qui met? Et chacun mettait 50 000, 100 000. Je récupérais l'argent très vite. Et on rentrait dans la boîte. Et en fait, l'entrepreneur n'avait même pas besoin d'aller sur le reste du marché parce qu'il avait déjà l'argent. Et tu connais les entrepreneurs comme moi, lever des fonds à Paris, c'est 6 mois de roadshow. Donc 6 mois de roadshow, c'est 6 mois de rencontres avec les uns, les autres. Ils te disent oui, puis ils te disent non, il faut passer devant un comité, il y a une due deal. Nous, on était hyper rapide parce que ce qu'on a observé, c'est que en précide, ça dépend de l'humain que tu as en face de toi. Donc le mec, je le vois 2 fois, je sais si c'est un héros ou un zéro. Tu vois, donc à partir de là, je parie sur lui, ça marche pas, ça marche pas. Et tout ça, en fait, c'est développé avec le temps parce qu'à l'époque, j'avais 0 réseaux sociaux. Je n'avais pas Facebook, je n'avais pas Insta, je n'avais pas LinkedIn. J'aimais pas les réseaux. Et en fait, j'ai investi, pour la petite histoire, chez Respire, de Justin Hutto, au tout début, donc qui est très connu grâce aux réseaux sociaux. Et à l'époque, j'étais au board et je voyais ces chiffres. Je dis, mais tu as dépensé combien? Et elle me dit 0. Je dis, mais comment tu peux dépenser 0 et faire 10 millions de CA? Elle me dit, bah, c'est mes réseaux. Je dis, putain, elle est intelligente, j'aime beaucoup Justine. Je dis, si elle le fait, je dois pouvoir le faire aussi, tu vois. Et donc, j'ai commencé pendant le Covid, parce que du coup, on avait du temps, on n'avait rien à foutre, hein, puisque tous les business étaient à l'arrêt. Je dis, bon, on va poser une brand plateforme et on va raconter notre histoire. Juste notre histoire. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir des fiches, j'ai pas besoin d'avoir des gars qui me préparent les interviews, parce que je sais que je vais juste parler de moi en fait. Et très vite, ça a fonctionné. Et du coup, les gens ont dit, je veux investir à tes côtés parce qu'ils voyaient que j'étais dans des boîtes. Je disais, tu veux investir combien? Ils me disaient 500 euros. Je dis, mec, avec 500 euros, c'est une galère pour nous de te faire rentrer dans la startup. Et à force qu'on me demande, j'en parlais avec un pote, Samuel Guez, qui est aujourd'hui mon cofondateur chez Blast, parce que j'étais aussi investisseur chez lui. Donc c'est pour ça, tu vois, que je dis la chance, tu la crées. Parce que Justine, je la rencontre parce que je suis investisseur. Samuel, je le rencontre parce que je suis investisseur et que j'ai mis 100 000 balles dans My Jolly Candle. Et donc, les investissements, ce n'est pas seulement pour l'argent. C'est que tu observes ce qui marche chez les uns et chez les autres. Et vraiment, en étant investisseur dans, à l'époque, c'était 30-40 boîtes, mais je l'ai appris tellement de trucs. Et moi, j'appelais mes équipes, je dis putain, les gars, utilisez ce logiciel, c'est un truc de ouf, ça marche trop bien. Ou faites ci, faites ça.
Et donc, c'était vraiment une sorte de vision très précise dans ce qui se passait dans l'écosystème. Et tout ça pour en revenir à Blast, à force d'avoir des gens avec l'émission notamment qui veulent être mon associé, là, les gens me disent « je veux investir, l'entrepreneuriat », tu vois, ça commençait à avoir de la visibilité. Je me suis dit « bon, vas-y, on va essayer de créer un club ». Un peu comme c'était le cas sur le Web3, tu avais ce qu'on appelait les launchpads. Launchpad, c'était t'investissais dans une crypto au tout début avant qu'elle soit ICO, c'est comme un IPO mais pour les cryptos. Et donc du coup, tu devais stacker pour les connaisseurs, c'est-à-dire que pour avoir le droit d'acheter la crypto, tu avais obligatoirement un investissement de 10 000 € dans la crypto de la plateforme. Et si tu n'avais pas cet investissement dans la plateforme, tu ne pouvais pas investir. On s'est dit, bon, on va faire pareil avec les startups. Et la réalité, c'était que la plupart du temps, quand tu investissais dans la crypto avant son lancement, tu pouvais faire des multiples. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Blast. Les membres qui payent une adhésion pour être dans le club, donc les places sont limitées, peuvent investir dans le marché primaire, donc dans la première levée de fonds. Et on a créé ensuite une marketplace de secondaire où les membres peuvent revendre leur participation à des personnes qui ne sont pas membres. Et donc l'intérêt, c'est que si tu es membre, tu peux avoir le meilleur prix pour rentrer dans la startup. Et après, tout ça a fonctionné. On voulait le faire Web3, mais en réalité, c'était quand même compliqué. On a vu que l'utilisation du MetaMask, c'était pas simple. Le Web3 avait pris une sacrée douche au moment où on allait le lancer. On l'a tourné Web2 last minute. Et après, tout ça c'est accéléré et on ne s'attendait pas à une telle réussite. Et ça nous a obligés à avoir une exécution honnêtement quasi parfaite. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui nous critiquent, nous traitent de voleurs, de Ponzi, d'escrocs, on a l'AMF évidemment qui nous regarde de très près parce qu'on est on est PSFP, c'est un agrément prestataire de services de financement participatif. Et heureusement qu'on a une équipe de bourrins, qu'on avait déjà créé des boîtes avec Sam et qu'on s'est entouré des meilleurs avocats même dans l'équipe, des meilleurs Chief Operating Officer, des meilleurs analystes, des meilleurs VC, des meilleurs marketeurs. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir dérouler en étant en pleine conformité, tout en investissant des montants qui sont colossaux. Tu vois, année 2, 100 millions d'euros. Donc les gens ils peuvent tous jacter, parler, critiquer. Qui a déployé 100 millions en 24 ? Tu sais, les haters, je ne les vois pas. C'est comme quand je suis dans ma maison, je regarde la mer, je vois les oiseaux, les poissons, mais je ne vois pas les haters, tu vois. Donc je ne comprends pas. Ils parlent beaucoup sur les réseaux, mais qui fait quoi ? Tu vois, qui fait quoi ? Concentrez-vous les gars, faites vos business. Et les meufs aussi, parce qu'il y a même des meufs qui jactent évidemment, c'est de tous les sexes, de tous les côtés. Faites vos business, vous êtes trop pauvres pour parler. Parce que les riches, en réalité, ils n'ont pas le temps de parler sur les autres. J'ai pas de riches qui ont parlé sur moi. J'ai que des clochards. C'est-à-dire que les riches qui sont beaucoup plus riches que moi, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'Anthony Bourbon ? Ils en ont rien à foutre parce qu'ils font leur oseille, ils achètent des apparts, ils achètent des maisons, ils investissent leur argent. Donc ceux qui jactent sur LinkedIn, c'est des ratés qui veulent juste avoir un peu de visibilité, qui veulent essayer de cracher sur les autres, mais parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et leurs propres échecs, ils les repoussent sur les autres parce que c'est beaucoup plus simple de dire Yomi fait des formations, c'est un escroc. Anthony Bourbon, il a fait un Ponzi et les membres, c'est des cassos. Alors qu'on a 4,9 sur Trustpilot avec plus de 1000 avis et qu'on a 75% de repeat, tu vois, chez nos membres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 75% des gens qui ont repayé une adhésion l'année d'après en sachant que les 25%, c'est principalement des bronzes qui attendent de renflouer les caisses pour pouvoir revenir. Et les gens continuent à dire c'est des pigeons ces trucs. J'ai des patrons de fonds d'investissement chez les membres, j'ai des gros banquiers d'affaires, j'ai des gars qui savent vraiment compter. Mais les gens continueront à critiquer. Donc le message que je peux envoyer, c'est concentrez-vous sur vous. Les haters, en vrai, je vous regarde, vous me faites de la peine, gagnez un peu d'argent, occupez-vous de vos familles, vous êtes trop pauvres, c'est triste. Non mais ce qui est dingue, c'est exactement ce que tu as dit, c'est tu fais un fonds. La première remarque des gens qui vont critiquer, c'est « Ok, il arnaque les gens, toutes les personnes qui ont acheté sont pas contentes, etc. » Après, tu leur montres le Trustpilot. « Ah, mais ils sont contents. »« Ah non, mais en fait, ils sont cons, c'est des pigeons. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se sont fait arnaquer. » Donc, tu es en train de t'énerver sur des gens qui… Tu traites les clients de cons alors qu'eux sont satisfaits. C'est insupportable. Mais c'est encore une fois la condescendance du marché. C'est-à-dire que le seul argument, effectivement, quand ils ont vu que les gens restaient, c'est « ce sont des pigeons ». Et donc, c'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas Blast, parce que la plupart du temps, ils n'ont même pas été sur le site, ils n'ont pas creusé le sujet, vont dire 8000 personnes ou 10 000 personnes sont des abrutis. Alors que je t'assure qu'il y a des gars dedans, et t'en connais certains, qui ont de l'oseille, qui envoient des tickets et qui veulent investir des 1 million, 2 millions dans des projets. Ça ne blague
Pas du tout. Mais les gens vont critiquer, vont stigmatiser. Et ça, c'est l'histoire de la vie en fait. Et ils trouveront toujours quelque chose à dire. Et maintenant que le business fonctionne, tu vois, ils disaient ça va durer 1 an. Année 2, 13 millions d'EBITDA. Ils disent la valorisation de Blast pendant le cash out des founders, elle était déconnante, 150 millions, c'est quand même complètement fou. C'est fait x12 de notre EBITDA. Est-ce que tu connais d'autres startups à Paris qui se valorisent x12 de leur EBITDA? Aucune. Elles se valorisent sur du chiffre d'affaires alors qu'elles font 0 d'EBITDA. Donc si tu multiplies 12 par leur EBITDA, c'est 0 toujours, tu vois. Et nous, on va dire Blast, c'est beaucoup trop la valorisation. Donc après, ils ont dit ça va pas durer l'EBITDA, ça va s'éteindre. Tous leurs investissements vont mourir. Et j'ai envie de dire, comme n'importe quel fonds d'investissement, on ne sait pas ce qui va se passer pour nos investissements, mais sois au moins honnête et laisse-nous le bénéfice du doute comme tu le laisses à tous les autres investisseurs. Pourquoi nos boîtes fonctionneraient moins bien que les tiennes? Quand je regarde mes performances à titre perso et celles des fonds, je rigole, tu vois, parce que la plupart, là, on les entend plus. Tu sais, ils faisaient les barbeaux il y a encore en 2019-2020 parce que les VC, d'ailleurs, certains me critiquent et tu leur dis combien c'est toi ton multiple, ils te donnent le multiple théorique. Là, il y en a un l'autre jour qui a fait pareil. Elle a dit alors nous, on a investi 100 millions depuis 15 ans. Donc tu vois, il avait le temps quand même d'avoir des retours. Il dit aujourd'hui, ça vaut 700 millions. Oui, mais 700 millions sur le papier. Ouais. Tu vois, 700 millions, si tu prends la valo, moi par exemple, la valo de feed à laquelle j'ai levé au dernier tour, honnêtement, ça ne les vaut pas aujourd'hui, je suis en dessous. Parce que c'est un autre marché. C'est un marché de 2019 versus 2024, où tu valorises justement la rentabilité. Et à un moment, c'est dur de devenir rentable, de faire des bidas, même si c'est ce qu'on a fait avec feed, mais en coupant du monde et en se réinventant complètement. Et donc, eux vont te critiquer en disant ton modèle ne marchera pas, alors que ces personnes prennent du caride. Il y a certains fonds, ça faut le dire, parce que personne ne le sait. Les fonds d'investissement, certains à Paris, valorisent le caride et prennent du caride sur des valorisations théoriques au bout d'une période donnée. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi 100 millions, ça vaut 500 millions au bout de 5 ans. Même s'il n'y a eu aucun exit, ils prennent 20% de la plus-value. Ouais, mais c'est les membres de Blast, les pigeons. Mais après, c'est les membres de Blast, les pigeons. Et ces gens-là disent non, mais Blast, j'y crois pas, c'est des escroqueries. Et ces gars-là de fonds d'investissement prennent 2% de management fees par an pendant 10 ans. Donc 20%, plus que ce qu'on prend nous. Et pourtant, ils veulent faire croire à tout le monde que les membres de Blast sont des pigeons. Mais en fait, ils ont l'impression que parce qu'ils vont gueuler, ça va en faire une vérité. Mais après moi, ça m'a l'air assez évident de l'extérieur. Tu es simplement leur concurrent. Tu es simplement en train de casser leur business model. Tu es en train d'exploser les chiffres alors qu'ils stagnent et leur industrie n'a pas des résultats incroyables sur les dernières années. Est-ce que tu peux résumer pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement Blast, concrètement, voilà, moi j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai envie d'investir dans les startups, ça a l'air intéressant. Pourquoi est-ce que je devrais rejoindre Blast? Il va se passer quoi si je rejoins le club? Blast, c'est un club d'investissement, un club privé, donc tout le monde n'y a pas accès. Il faut se mettre sur une liste d'attente et nous, on contacte les membres pour discuter avec eux, voir s'ils ont le profil qui correspond, parce que notre objectif, c'est pas de faire investir des personnes qui n'ont pas les moyens. S'il y a quelqu'un qui nous dit j'ai 2000 € à investir, on lui dira viens pas chez Blast, parce que c'est trop risqué. Si tes 2000 €, tu les places sur une mauvaise startup, tu vas avoir tout perdu. Donc c'est pas ce type de client. Et c'est aussi pour ça qu'on fait payer une adhésion, parce que ça filtre vraiment. Les adhésions vont entre 1000 à 10 000 € par an en fonction du montant que tu vas déployer. 10 000 € par an, tu peux investir des millions. 1 000 € par an, tu peux dispatcher 10 000 € dans nos startups. Donc, c'est un club privé où je vais te présenter 3 deals par mois de startups où moi, j'investis mon argent à tous les coups. C'est-à-dire que j'investis mon argent à tous les coups. Est-ce que tu connais d'autres fonds d'investissement qui mettent leur oseille dans chaque dossier? Non, ça n'existe pas. Tu vois? Donc, moi, je vais mettre mon oseille dans les dossiers. Je vais leur expliquer pourquoi je suis motivé dans cette startup. Donc, on va faire la due deal, la recherche évidemment de tous les dossiers. On reçoit 200 decks par semaine. Donc, si tu veux, on en prend 0,01% des dossiers qu'on reçoit. C'est monstrueux. Mais nous, on va les filtrer. On prend des dossiers de toute l'Europe, des États-Unis également. On va les analyser. On va faire des due deals. On va vérifier que juridiquement, tout est OK. On va négocier pour le club. Donc, on a toujours une place au board. On a les pouvoirs comme un fonds d'investissement classique en réalité. Et nous, on va présenter le dossier qui est simplifié, résumé, une vidéo, tous les chiffres, les BP sont consolidés. Et on va leur présenter les founders pendant un live. Et les founders de la boîte, en direct live, font un live storm avec les 8000 membres, ou en tout cas ceux qui sont intéressés, qui veulent être présents. Et les membres peuvent poser des questions pendant le pitch, comme ils feraient en tant que vrais investisseurs professionnels. Et donc, il y a cette partie investissement pour être dans les startups de demain.
mais il y a aussi cette partie éducation et club qui plaît beaucoup aux gens. Et c'est ça que les VC n'arrivent pas à comprendre, parce que les startups, c'est très fermé comme milieu. On entend parler de startups par les politiques, par l'écosystème, mais personne ne sait ce que c'est vraiment de l'intérieur. Et réussir à éduquer nos membres en faisant, on a plus de 100 heures de formation, on fait un live par semaine avec des experts de différents sujets, des licornes, des investisseurs, des avocats, bref, des key opinion leaders comme on dit, et ça leur permet de comprendre le fonctionnement et de savoir juger une startup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres, ils mettent parfois 2-3 mois avant de déclencher leur premier investissement et on leur conseille parce qu'il faut qu'ils arrivent à apprendre comment juger la startup, même si on leur dégrossit le travail, à avoir un lien avec le fondateur. Et après, on a un Discord, donc qui est un canal de discussion. C'est un peu comme un WhatsApp géant avec des canaux de discussion classés par thématique, classés par sujet. Si tu es investisseur de telle startup, tu peux parler en direct avec le fondateur dans le Discord. Tu as des sujets qui sont divers et variés sur l'immobilier, sur la bourse, bref. Et ça crée une sorte de forum avec des milliers d'échanges par semaine qu'avec des gens qui sont intéressants. Et en plus, on va organiser des events. Donc, une fois par mois, on fait des dîners avec les Diamonds qui sont les plus gros membres et les Platinum. On se rejoint dans des salons privés, on va au Ritz, on va dans les meilleurs restos parisiens. Et puis, on fait des grosses soirées blast avec tous les membres où là, c'est vraiment un peu en mode teuf. On leur ramène les KOL, on fait pitcher les startups pour qu'ils racontent comment ça se passe. Et il y a aussi une sorte de horizontalisation de la direction, c'est-à-dire qu'on fait élire des ambassadeurs par les autres membres qui représentent les membres, à qui on donne du budget. Et dans chaque ville, ils organisent des events. Alors, c'est plutôt par région. Et du coup, le club vit par lui-même. Et en plus de ces sujets-là, on a des experts sectoriels spécialisés dans l'intelligence artificielle, spécialisés dans la foodtech, spécialisés dans le spatial, qui vont eux aussi apporter leur deal. Donc c'est Éric Larchevêque, Thomas Rebaud de Miro, Jonathan Gueloff de Aircall, bref, on a plein d'experts. Et donc eux aussi vont investir à nos côtés dans les dossiers. Donc si je devais résumer, être membre de Blast, c'est pouvoir investir à partir de 1 000 € par projet, ce qui était impossible jusqu'à présent, dans les dossiers où j'investis moi aussi mon argent. Ok, on mettra d'ailleurs le lien si ça vous intéresse juste en dessous de la vidéo. Et j'ai une question pour toi, du coup, bon, tu as investi dans plein de boîtes. Si aujourd'hui je regarde la vidéo, j'ai 50 000 € de côté, comment je les investis? Est-ce que j'achète de l'immobilier? Je mets de l'argent à la bourse? Je rejoins Blast? Comment je gère cet argent pour avoir les meilleurs retours possibles? Ce que je vais dire là n'intéresse que moi, je fais attention parce qu'avec mon agrément, je peux pas donner de conseils personnalisés. Mais ce que je vais dire, ce que toi tu ferais, ce que moi j'aurais fait, si tu avais 50 000. Déjà, je me serais demandé quel âge j'ai. Parce que si tu as 20 ans, c'est pas du tout la même chose que si tu as 50 ans. Si tu as 50 ans, tu as une famille, tu dois pas prendre de risques, bon père de famille. Si tu as 30 piges, pour moi, c'est le moment de prendre du risque. C'est le moment de prendre du risque parce que même si tu perds ton argent, bon, mais tu vas le refaire, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 50 000 dans les startups. Évidemment, nous, ce qu'on conseille d'ailleurs à tous nos membres, et on le met partout sur le site internet, attention, ça comporte des risques, vous pouvez perdre l'intégralité de votre argent, les startups, c'est illiquide. Donc, c'est clairement pas la même chose que si tu achètes des actions en bourse. Tu achètes des actions en bourse, tu veux les revendre le lendemain, tu les vends. Ça ne veut pas dire que c'est monté ou baissé, mais tu peux le retrouver. En startup, quand tu investis, tu ne sais pas quand la startup va se vendre ou quand tu vas pouvoir vendre tes parts sur le marché secondaire. Et ça, on le matraque continuellement. Donc, je pense que la bonne chose à faire si tu as 50 000 balles, disons que c'est d'en mettre 10 000 balles sur des startups. Si tu ne veux pas prendre de risques, moi, quand j'étais jeune, j'aurais mis 40 000 dans les startups et je me serais gardé 10 000. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai gagné des millions, j'ai tout mis dans les startups. Donc, si tu veux, j'avais un réemploi fiscal à faire. Dans tous les cas, je devais obligatoirement réinvestir 50% de mes bénéfices en 2 ans. Pour pas payer d'impôts au moment où j'avais cash out mes parts de feed et donc des parts de feed. Et donc là, j'ai dû investir ultra vite dans des startups et j'ai réalisé que l'intuition, l'humain, quand tu étais en pré-seed, c'est ce qui faisait la différence. Donc maintenant, on est un peu moins pré-seed avec feed, avec Blast, on essaie plutôt de trouver des startups qui ont déjà eu des preuves de traction parce qu'on a la chance d'avoir des valorisations en ce moment qui ont vraiment baissé. Et donc, pour des valorisations équivalentes à ce qu'on trouvait à l'époque en pré-seed, tu peux quasiment faire du seed ou de la série A. Et donc, on a la chance de pouvoir, 1, juger l'humain et 2, juger les chiffres. Et donc, c'est quand même très différent de voir une boîte qui fait 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires et d'avoir ses métriques en tête pour savoir si oui ou non, elle va continuer à grossir. Donc, disons, pour pas prendre de risques et pour pas se faire défoncer par les rageux, tu mets 10 000 balles pour commencer dans les startups, t'apprends. Tu regardes, tu viens participer, tu prends 1 an et pendant 1 an, tu vas être confronté à plein d'entrepreneurs, d'investisseurs, tu vas faire des réunions, tu vas faire des lives.
Tu commences à investir tes 10 000 euros. Tu mets dans un maximum de projets. L'objectif, c'est pas de faire 2 fois 5 000. Tu fais 10 fois 1000. Tu mets 10 fois 1000 dans des startups. Tu regardes ce qui marche pas. Tu t'es familiarisé. Si ça te plaît et que les startups dans lesquelles tu as investi, tu vois qu'elles vont vers le haut, donc même si tu n'auras pas forcément un exit ou une nouvelle levée de fonds, tu vois bien parce que tu as des reportings mensuels. Donc c'est-à-dire que chaque mois, tu as les reportings des startups qui te disent on a fait tant de chiffre d'affaires. Tu es vraiment comme un investisseur. Et ben, tu peux suivre tu peux piloter tes KPIs et voir les startups qui fonctionnent bien. Et ben là, tu peux retourner prendre un peu de risque. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment un portefeuille très risqué, donc en startup. Moi, le gros de mon argent est en startup. Et à l'inverse, faire que du pas risqué du tout. C'est-à-dire que moi, j'adore les comptes à terme, les obligations, de l'or, des trucs vraiment basiques, de l'ETF parce que sur le long terme, tu perds jamais avec de l'ETF bourse, tu vois, des trucs de marché qui vont vraiment sur 15 ou 20 ans monter, ça n'a jamais baissé. Mais je ne vais pas m'amuser à faire du private equity, je ne vais pas m'amuser à faire du LBO, je ne vais pas m'amuser à faire du picking de bourse parce que je ne suis pas assez expert. Et la réalité, c'est quand tu parles à des gérants, et j'ai des family office, enfin un family office qui s'appelle Ivesta d'ailleurs, chez qui j'ai investi aussi. Donc tu vois, encore une fois, c'est toujours pareil. Tu investis, tu rencontres des gens, tu découvres des choses. Et c'est eux maintenant qui s'occupent de mon argent. Bon, mais eux-mêmes te disent, ça ne sert à rien d'essayer de faire du picking et de battre les indices. Parce que dans 90% des cas, l'ETF va faire mieux. Quoi, même les pros n'arrivent pas à le faire. Même les pros n'arrivent pas à le faire. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, nous, on nous critique chez Blast. Et là, il y a quelqu'un qui m'a critiqué il n'y a pas longtemps, qui est gérante de fonds, mais fonds bourse. Et elle critiquait Blast parce qu'elle ne connaissait pas le modèle. Et je me suis renseigné sur ses perfs. Il se trouve que son indice de marché, donc sur ses sujets à elle, était bien meilleur que les perfs qu'elle a fait toute sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend des fees à des gens pour faire moins bien que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient juste investi sur l'indice du secteur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est des gens qui vont nous critiquer sans s'appliquer à eux-mêmes le moindre regard critique objectif. Donc voilà, moi je fais beaucoup de comptes à terme. Là, il y a encore 2 ans, tu pouvais les avoir à 4%. Donc moi j'avais senti le truc, j'en avais mis une pelletée sur 2-3 ans. Donc j'avais verrouillé ça sur 2-3 ans. Là, c'est plutôt à 3,50, 3,60, donc c'est un peu moins intéressant. Tu as des obligations qui reviennent pas mal, donc là on propose des obligations, quelques ETF bourse, mais vraiment légers, et tout le reste, full startup. IMO, j'aime bien faire de l'IMO luxe, c'est-à-dire qu'IMO luxe pour moi, c'est, je me dis toujours, je dois acheter un bien dans lequel je kifferais vivre. Et donc là, je n'ai pas du tout une recherche de rendement. Je vais faire en sorte de faire un bon achat, tu connais, c'est normal. C'est-à-dire que quand je vais acheter une maison, je vais me renseigner sur le marché, je vais négocier comme un porc, mais pas dans le but d'un jour faire une plus-value, par plaisir personnel de bien acheter. Et je sais que si tout se passe bien, normalement, les endroits où j'achète, ça monte, parce que ça fait 30 ans que ça monte, donc tu vois, c'est comme Paris, ça fait 30 ans qu'on dit Paris, ça va s'écraser, Saint-Tropez, ça va s'écraser. Pendant le Covid, tout le monde disait Saint-Tropez, c'est fini, ça va rebaisser. Ok, ça a fait ça, et c'est reparti. Et ceux qui ont acheté pendant le Covid, ils ont quasiment fait x2, quoi, tu vois. Allez, ils ont fait un bon 50%. Donc, moi, j'achète des trucs où je peux kiffer, je prête les maisons à mes potes, je les fais kiffer. Les gens qui n'ont pas les moyens, ça me fait plaisir de les voir, et moi, je vais vivre dedans. Et ça, c'est du safe, on va dire, de l'immobilier assez sain. Et tu t'y retrouves parce qu'en vrai, c'est des maisons, tu peux les louer 100 000 la semaine. Et donc, même l'été, parce que ce n'est pas les meilleurs moments, à mon avis, pour y être, c'est là où il y a le plus de monde, etc. Tu la loues 2 mois, tu as remboursé tous tes frais, le staff, le ci, le là. Parce qu'évidemment, une maison, ça te coûte un bras et tu as toujours des frais à prévoir. Mais toujours en étant malin, habile. Et pas te laisser… J'ai un pote là, tu vois, bon, ça fait une grosse différence. On a acheté une maison chacun il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai acheté la maison, mais comme un psychopathe. C'est-à-dire que j'avais automatisé les recherches en fonction des zones que je voulais, les critères. J'avais fait un truc de martien. Tout le monde m'a dit, tu ne peux pas acheter une maison en moins d'1 an. Je lui ai dit, ça m'étonnerait. Je ne sais pas, je vais regarder, tu vois, dans cette zone. 1 mois après, j'avais signé chez le notaire. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait de manière obsessionnelle et que je connaissais tellement bien le marché que quand on m'a proposé une pépite, je savais que c'était une pépite. Et j'ai été prêt à payer plus cher que le mec qui avait signé un term sheet avant moi. Je dis, moi, je te mets plus parce que je pense que ça vaut plus. C'est un peu comme dans Qui veut être mon associé. Parfois, tu vois une startup que tu adores. Il y en a un qui propose 5 millions de valos. Moi, je dis, bah, je te mets 7 millions de valos parce que je sais que tu les vaux. Et ça me permet d'aller vite. Alors que j'ai un autre pote qui a acheté au coup de cœur sans se renseigner. Je ne lui ai pas dit parce que tu vois, je n'ai pas envie d'être vexant, mais je pense qu'il a acheté 20-25% trop cher. Donc peut-être que dans le temps, ça ne fera pas une grande diff. Mais peut-être que si le marché est flat, dans 10 ans, il aurait été content de l'acheter un peu mieux. En parlant de ta vie un petit peu pour changer de sujet, dans ton quotidien, il se passe quoi? Parce qu'on te voit à la télé, on te voit sur les vidéos YouTube, etc. Mais
Tu te réveilles à quelle heure? C'est quoi tes routines? Tu travailles combien de temps? Comment ça se passe une journée dans la vie d'Anthony Bourbon? C'est beaucoup moins drôle que ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Franchement, je me lève assez tard par rapport à ce qu'on entend, tu vois, dans les écosystèmes startup. J'ai une morning routine assez basique. Je vais me lever à 8h30 généralement. Je peux me lever à 8h, mais je suis un peu moins bien. Tu vois, 8h30, 8h45, c'est là que je suis au max. Il me faut 8 heures de sommeil minimum. Je vais tout de suite boire beaucoup d'eau, complément alimentaire. Je vais manger un truc assez simple, des fruits, du fromage blanc, rien d'incroyable. Je me mets au travail. La remote, c'est-à-dire que moi, je fais quasiment que du remote. Je vais vraiment au bureau quand j'ai des tournages à faire ou des gros rendez-vous, mais c'est vraiment très rare. Et là, c'est assez simple. Je fais 9h, 20h. Un trait. Je défonce, j'ai un emploi du temps qui est découpé en slots de 1 demi-heure maximum et mon équipe peut venir directement plugger des rendez-vous. Si tu es un sales, tu peux mettre des rendez-vous que entre 9h30 et 11h30 le mardi, etc. etc. J'ai même pas d'assistante. C'est-à-dire que j'ai un bras droit, Mélanie, qui s'occupe de mes sujets business, mais j'ai pas une assistante, tu veux, pour prendre mes rendez-vous, prendre mes billets d'avion, je sais pas quoi. Quand tu automatises tout, franchement, je m'en sors assez bien. Et mes potes me disent, mais comment tu fais pour… Parce que les assistantes, c'est souvent pour les vacances ou les restos en vrai, mais en perso, tu vois. Tous mes potes qui ont des assistantes me disent, mais comment tu fais pour prendre des vacances? Je dis, mais mec, tu sais que c'est pas ça normalement. Et moi, en fait, je pars très peu en vacances et j'ai pas de resto. C'est-à-dire que je suis un sauvage. Je fais quasiment jamais de resto. Donc ma journée, elle est assez basique. Je bosse et je te montrerai, là j'ai mon setup dans mon bureau, j'ai un cockpit avec un écran de martien, tout est ergonomique, les souris, les claviers, les trucs et je kiffe et je rencontre beaucoup de monde grâce aux visio. Je parle qu'aux entrepreneurs ou à mon équipe, c'est-à-dire que des gens qui me pitchent leurs projets, j'en vois quasiment 2-3 par jour et derrière c'est mon équipe, on est automatisé mais vraiment il n'y a pas de quoi s'éclater. Par contre, et on se connaît, on a fait des vacances ensemble. Je suis du genre à travailler très dur, work hard, play hard. C'est-à-dire que je travaille très dur l'année, par contre l'été, j'ai une grosse coupure. C'est-à-dire que l'été, pendant un mois et demi, vraiment, j'ai pas beaucoup de mails parce que Blast, on ferme la boîte. Feed, c'est un moment où tout le monde est en vacances, ça marche pas beaucoup, tu vois, donc c'est pas un moment fort pour nous. Pendant un mois et demi, vraiment, je ressource, je renforce la machine et je fais des vraies vacances. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais pas économiser, je vais pas compter. Je fais ce qui me fait kiffer. Et j'ai la chance d'avoir des potes autour de moi comme toi qui ont le même style de lifestyle, qui ont les mêmes besoins, les mêmes moyens plutôt. Et ouais, on se fait kiffer, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'est pas des drogués qui vont mettre 15 000 tous les soirs en boîte de nuit. On va se mettre des tables, on va se prendre des jets, on va faire des vacances, mais dans la mesure du raisonnable. On n'est pas, je pense, et je l'ai observé chez toi aussi, dépendant de l'argent. C'est-à-dire qu'on aime l'argent. Évidemment, tu vois, on a des montres, on a des voitures, des trucs, mais on n'a pas été happé par ce piège qui est de vouloir toujours dépenser plus, d'avoir besoin de manger du caviar. Moi, j'ai des potes autour de moi, tu vois, s'ils prennent pas la carte, ils prennent pas tout ce qu'il y a de plus cher, ils sont pas heureux, tu vois. Je dis, mec, t'es pas obligé de bouffer tout ce caviar, tu vas avoir mal au ventre. Il dit, ouais, mais je suis là, on est à Jondal, tu vois, Jondal, à Ibiza, ou t'es à Saint-Tropez. Ils veulent le caviar, tu vois. Et moi, j'ai pas besoin de ça, tu vois. En vrai, tu me demandes ce qui me fait kiffer. Quand j'ai des chefs ou quoi, je dis, s'il te plaît, fais-moi des bonnes pâtes au fromage, tu vois, mais des vraies pâtes que tu as fait toi. Et ça me fait kiffer. J'ai pas besoin d'avoir des plats trop compliqués. Je suis pas un mec 3 étoiles, gastro. J'aime le bon produit. Mon kiff, tu vois, avec des potes, là, c'est ce qu'on a fait, c'est aller faire de la chasse sous-marine, choper ton poisson et le ramener à la chef qui le fait au barbecue. Ou au bras zéro, ouais, ça je kiffe, tu vois, c'est ça la vie. En fait, cet été, et non, t'étais pas là, c'était dans une autre maison, on était dans une trop belle maison, on avait la possibilité de faire des soirées, mais tu sais où on s'est le plus amusé avec mes potes, c'est à jouer au frisbee comme des Mongols. C'est-à-dire qu'on avait un frisbee, mais tu te souviens, en plus on a joué aux raquettes. Oui. On avait des raquettes Dior, c'était des raquettes en bois Dior, mais on était à Saint-Tropez et dans la maison on jouait aux raquettes. Et ben là c'est pareil, j'avais un frisbee. Je crois qu'il nous a coûté 2 balles. On avait acheté chez Decathlon. C'est, je pense, l'investissement le mieux rentabilisé de l'été. Mais quand je te dis qu'on jouait, c'est qu'on pouvait jouer 2-3 heures par jour. Et à la fin, on maîtrisait le frisbee. C'était impressionnant, tu vois. Genre, on ne bougeait pas et clac. Et ce qui est génial, je trouve, c'est d'être capable d'être dans des maisons qui valent 20 millions, mais de jouer au frisbee à 2 euros. Ouais. Et ça, je pense que c'est la définition du bonheur, à mon sens. Ouais. On parlait, avant d'investissement, on a beaucoup parlé de tes investissements. Il y a aussi beaucoup de personnes qui te critiquent, des haters, etc.,
qui écrivent des articles en disant que tu es un escroc, etc. Mais est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que toi, avec tous ces investissements, tu t'es déjà fait escroquer? Est-ce qu'on t'a déjà arnaqué? Est-ce qu'on t'a déjà mis à l'envers? J'ai eu des investissements qu'on pourrait considérer de scam. Okay. Ça m'est arrivé une ou deux fois en crypto. Tu vois, en crypto, des projets où on n'avait pas encore le niveau de compréhension sur les tokenomics, tu vois, c'est-à-dire sur les white papers et compagnie. On n'avait pas encore bien compris comment fonctionnait la supply des tokens, etc. Et que c'est un peu comme la bourse, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une action à 1 euro que la valorisation est en dessous d'une action qui vaut 100 euros par action, tu vois, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le nombre d'actions, etc. Bon, bref. Donc, j'ai eu 2-3 trucs où les fondateurs, je leur ai dit, je peux pas vous attaquer parce que vous l'avez bien fait, mais je sais. Et il faut que tu saches que je sais. Tu vois, il faut que tu saches que je sais. Et c'est pour ça que c'est jamais dramatique quand tu as bien dispatché ton argent. Parce que si tu as mis 1000 euros dans 10 projets et que tu en as même 2 qui meurent, logiquement, si tu as bien fait ton travail, ils sont compensés par les autres. Donc ouais, ça m'est arrivé. Mais les plus grosses déceptions, c'est pas forcément quand on s'est fait arnaquer, c'est arrivé à des potes aussi sur la crypto, sur des trucs. C'est plus les fondateurs sur qui tu as parié et qui n'ont pas été au bout, tu vois, de leurs promesses. C'est-à-dire que moi, un fondateur qui échoue, j'ai un grand respect pour lui. S'il a été au bout de sa tentative, tu vois, c'est-à-dire que s'il a tout donné, moi je kiffe l'aider et l'accompagner même quand ça va pas. Parce qu'il y a forcément des investisseurs qui vont te dire t'es un as, t'as perdu mon argent. Moi je suis là pour l'épauler. Par contre, un entrepreneur qui n'a pas bossé, qui a abandonné au bout de 6 mois, qui dit oh, ben, finalement ça marchait pas, désolé, hein, ça je kiffe pas. Et c'est pour ça que moi, tu vois, pour être très franc, feed aujourd'hui, ça me rapportera jamais ce que je peux gagner en 1 an avec Blast. Mais malgré tout, je ne le lâcherai jamais. Et je vais en faire un succès. Pourquoi? Parce que des gens ont parié sur moi, ont investi dans mes capacités à mener à bien un projet, et par respect pour eux, je vais l'emmener et j'arriverai à le vendre. Et tu vois, même si proportionnellement à ce que j'ai aujourd'hui ou ce que je vais gagner dans les prochaines années, je m'en fous complètement, je vais l'emmener et en faire une réussite, alors que c'est pas drôle. Tu vois, quand je compare le métier Blast et le métier Feed, quand on est dessus, c'est dur, tu vois, c'est de la supply chain, c'est un métier de centenier, il faut négocier avec les acheteurs de grande distribution, il faut réfléchir à de nouvelles recettes, les packaging, c'est dur comme métier. Blast, c'est que du kiff à côté. Blast, c'est je dois faire du marketing, rencontrer des entrepreneurs et décider si on investit chez eux. Et j'ai une super équipe qui s'occupe de tout. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est même pas Blast ou Feed, c'est au-dessus de Blast et Feed et c'est faire en sorte d'apporter un maximum de visibilité pour attirer un maximum de bons dossiers ou investir et un maximum de personnes qui nous rejoignent chez Blast ou chez Feed. Donc moi, j'ai un métier de rêve. Mais les entrepreneurs qui abandonnent trop vite, c'est décevant, tu vois. Écoute, maintenant, on va passer à une petite section. C'est le meilleur et le pire. Donc, je vais enchaîner les questions. Okay. Et le but, c'est que tu répondes du tac au tac assez rapidement. Tu essaies de garder les réponses courtes. C'est quoi le meilleur moment de ta vie? C'est quand j'aurai rencontré Mélanie, puisque c'est ça qui a découlé sur tous les autres moments de succès. Le pire moment de ta vie? C'est quand je me suis retrouvé à la rue. Le jour où tu as gagné le plus d'argent et combien? C'est avec Blast. Là, cette année, j'ai pris plus de 35 millions quand tu additionnes les cash out, les dividendes. Le jour où tu as perdu le plus d'argent? Ouais, c'est quand j'étais aux voitures. Alors proportionnellement, ça représentait beaucoup pour moi, mais j'avais perdu 60 000 balles dans le mois et je m'étais retrouvé à zéro, quoi. Donc ouais, c'était là. Acheté les mauvaises voitures? Ouais, j'avais acheté, je me souviens, 2 voitures. Et les 2 ont une grosse couille. Il y en a un, c'est le moteur qui avait pété. L'autre, c'était la valve VG. Je sais plus ce que c'était, mais je me souviens de cette valve VG orange là. Enfin, il y avait eu un T'en as problème. fait des cauchemars. Et ouais, donc j'avais dû réparer. C'était horrible. Meilleure dépense? Meilleure dépense, c'est global, c'est un peu cliché, mais c'est l'investissement que tu fais sur soi. Donc je dirais Kindle, parce que j'ai adoré avoir un Kindle et pouvoir avoir tous mes livres. Moi j'aime beaucoup lire, mais ça me fait chier d'avoir des valises avec des livres. Et le Kindle, avoir tous tes livres à l'intérieur, je trouve ça incroyable. Sinon j'avais un autre truc en tête, même 2 autres trucs en tête. Je me permets de modifier les règles. C'est ma Canada Goose. C'est un manteau super haut parce que j'étais tout le temps malade, j'ai tout le temps mal à la gorge. Et avec ce manteau,
j'ai vraiment plus froid. Et ça fait 10 ans, 15 ans que je le mets et je me dis, putain, c'est un truc de ouf, comment je ferais sans cette veste. Et 3, c'est mes matelas. Et tu sais que je suis un psychopathe des matelas. Et j'adore les matelas qui, je les ai étudiés, matelas hybrides, mémoire de forme, avec les ressorts, la mousse, un surmatelas. J'ai même acheté 8 Sleep, c'est un truc. Ah, tu l'as, c'est trop bien. Tu t'habitues à dormir avec. C'est fini. Ouais. Tu veux plus, le matin, tu le mets un peu chaud pour te réveiller, t'es bien. Le soir, un peu de frais. Donc moi, j'ai investi beaucoup sur mon confort personnel et le gros de mes dépenses, c'est tu vois, avoir des gens qui vont me simplifier la vie au quotidien. Par exemple, cuisiner, moi, c'est un truc, je déteste ça. Ça me chauffe pas du tout de le faire. Je veux un chef qui me fait des bons produits healthy. Je veux quelqu'un qui fait tout ce que j'aime pas, tu vois. Et ça, le quotidien, bien dormir, bien manger, ça me fait kiffer et je compte pas. Pire dépense. C'est dur de dire que c'est la pire dépense parce que je passe quand même des bons moments, donc je ne veux pas cracher dessus, mais c'est les tables en boîte de nuit. Parce que c'est vraiment vénère et en plus je bois pas d'alcool, donc je me fais vraiment niquer. C'est-à-dire que tous mes potes ils défoncent les bouteilles et donc ça peut aller très vite, quoi. Tu connais, hein. Ouais. On en a fait ensemble, hein. Donc ça c'est quand même les pires dépenses. J'ai un peu honte parce que je me dis putain, on aurait pu faire du bien à des gens avec, mais la réalité c'est que tu es aussi obligé à des moments de faire des soupapes de décompression. Ouais. Meilleur investissement. Meilleur investissement, bah, c'est le temps que j'ai mis chez Blast, hein, là-dessus, pas de sujet. Mais meilleur investissement, je dirais montre. Parce que tu es comme moi, tu es fan de montres, notamment les Audemars, les Patek. Et en même temps de kiffer, tu gagnes de l'argent si tu les achètes bien, même si le but, c'est pas de les revendre, c'est plutôt de créer une collection. Je suis trop content de me dire, bah, j'ai payé peut-être 1 million d'euros de montres et elles en valent 2 millions. Et un jour, si j'ai des enfants, même si ce n'est pas du tout un truc qui m'excite pour le moment, bah, je serais content de pouvoir lui donner ma collection et je pense qu'à ce moment-là, elle vaudra 3, 4, 5 millions et qu'il la perpétue. Donc j'adore les montres. J'aime bien les voitures aussi. Je sais que c'est pas bien, ça pollue, mais je kiffe les voitures. Pire investissement. C'est dur parce que franchement, c'est rare que j'investisse mal, hein. Si, pire investissement, honnêtement, pour être franc, c'est dans les cryptos, je me suis fait des boîtes. C'est-à-dire que j'étais trop nul en Web3 et on a un groupe avec Rand, Indy, qui est un pro de la blockchain, Thomas Rebaud, etc. Et on l'appelait Blockchain Invest. Chaque invest qu'on a fait, on a perdu dans ce groupe, c'est terrible. Il n'y en a pas un qui a fonctionné. Et même les startups, on avait fait PokeMe et compagnie, on avait fait MekaChain, on avait fait quelques startups, elles ont toutes foiré. Donc ouais, moi le Web3, tu vois, m'a rejeté, c'est comme Brice de Nice avec l'océan, genre il m'a renvoyé. Meilleur conseil que tu as reçu? Meilleur conseil que j'ai reçu, c'est encore une fois, Mélanie, c'est croire en toi. Et je pense que pour croire en toi, c'est beaucoup plus simple si tu as quelqu'un qui le fait en amont. C'est-à-dire que Mélanie croyait en moi plus que moi je croyais en moi. Et donc du coup, je me suis dit, bon, elle est intelligente et si elle voit ça, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc tu vois, tu pars dans un cercle vertueux. Donc c'est un message que j'envoie de manière très franche à tous ceux qui nous regardent. Croyez en vous et même si vous avez été mauvais jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que vous êtes con, ça veut dire que vous n'étiez pas au bon endroit. Et c'est Einstein qui disait, si tu juges un poisson à sa capacité de monter un arbre, tu trouveras toujours que le poisson est con, quoi. Mais si tu le vois dans une rivière, bon bah ouais, t'as compris qu'il était dans son délire. Pire conseil que tu as reçu? Pire conseil que j'ai reçu, c'est celui de ma mère. Et heureusement, je ne me le suis pas appliqué. C'est fais comme tout le monde et va travailler chez McDo. Et elle me disait, mais pourquoi tu t'inventes une vie, tu vois, quand j'étais jeune? Parce que je disais toujours, non, je veux faire des grandes choses. Ouais. Elle me disait, mais fais comme tout le monde, rentre dans le cercle, rentre dans la danse et va faire un métier de merde. Et j'ai un grand respect pour les gens qui ont tout genre de métier, même ceux qui travaillent chez McDo, mais pas parce qu'ils ont l'impression que ça va changer leur vie. Il faut que ce soit un game plan. Tu vois, c'est comme un mec de MMA, s'il n'arrive pas avec un plan de jeu, il va se faire toller parce qu'en fonction de ton adversaire, tu ne vas pas faire du striking avec un mec qui est un grappleur, etc. Ben, c'est pareil dans la vie. Si tu me dis, je vais travailler chez McDo parce que je vais économiser 3 000 € pour ensuite, avec ces 3 000 € acheter tel truc et machin, ok. Mais ma mère, elle me disait juste, va travailler. Et je pense qu'une fois que tu as mis le doigt dans la normalité, tu es prise au piège. Ouais. C'est quel film? C'est Midnight Express ou Vol au-dessus d'un nid de coucou, je sais plus. Je crois que c'est Midnight Express où tu sais, il est en tôle et tout le monde marche en rond comme ça en promenade et lui, il marche à contre-courant et tu sais, il rentre dans les gens et les gens. Mais c'est sa seule manière de pas devenir fou, tu vois. Et c'est la même chose dans la société. Moi, un truc qui m'avait choqué, c'est les courses. Quand tu fais tes courses, quand j'étais petit, tu vois, je sais pas, j'avais 7 ans, 8 ans, j'allais avec ma mère faire les courses et je voyais les gens qui faisaient la queue aux caisses et genre ça me traumatisait. Parce que je me disais, putain, mais on est juste des fourmis, on vient tous chercher notre nourriture
pour se remplir et pas mourir, aller travailler comme des larbins dans des métiers qui ne nous plaisent pas, on s'endort, on se paye difficilement des vacances l'été pourries. Et c'est ça qu'on me vend. C'est ça la vie. Et c'est pour ça que je crois honnêtement que l'intelligence artificielle devrait faire du bien à l'humanité et j'empêche pas, enfin tu vois, je m'interdis pas de rêver et de me dire peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle permettra aux humains de ne plus travailler. Et que de la même manière qu'on est choqué qu'à l'époque il y avait des esclaves, qu'il y avait des gens qui écrasaient les autres, peut-être que dans 200 ans, 500 ans, on sera choqué qu'il y ait des politiciens qui nous envoyaient travailler pour payer des impôts. Et j'espère que l'humain aura une nouvelle activité principale et que l'IA aura pris le gros de nos obligations et nous permettra de nous concentrer sur un autre délire, peut-être, je sais pas, les loisirs. La meilleure habitude? Meilleure habitude, c'est je bois que de l'eau, pas d'alcool, pas de drogue, je me couche tôt, en tout cas, je me couche pas tôt, je me couche vers minuit, mais je dors 8 heures. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et oser dire non, tu vois, ça, c'est peut-être ma meilleure habitude, oser dire non. Tu me proposes un dîner ou un truc, à part si tu es un très proche et que tu as besoin de moi, ou évidemment je me rends disponible, si je suis pas chaud, je te dis non. Pire habitude? Pire habitude, ouais, c'est que je suis trop sur mon téléphone. J'ai pas réussi, et encore moins depuis que je suis vraiment sur les réseaux avec Feed, Blast, machin, je suis vraiment sur mon téléphone. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit ça aux US et je trouvais ça tellement vrai. En fait, si tu regardes, ton téléphone, c'est un peu comme si tu priais. Et tu es dessus toute la journée. Et en fait, c'est devenu la nouvelle religion de l'humanité et une nouvelle prison. Et d'ailleurs, le mec dit cell phone. Et cell, c'est une cellule en anglais. Et je trouve qu'on est effectivement piégé. Et moi, comme je suis un psychopathe et que je ne peux pas laisser une notification pas répondue, pas sur Insta, tu vois, parce que ça, c'est ma team. Mes WhatsApp, mes mails, mes Slack, mes trucs, j'arrive pas à être bien si je sais que c'est pas répondu. Et mes potes me disent, t'es un malade mental. Tu vois, je suis sur mon truc. Et ça, je sais que je dois arrêter parce qu'en plus, je le regarde le soir. Du coup, je dors mal. Enfin, ça, c'est un gros problème que j'ai. Le meilleur entrepreneur, selon toi? C'est dur de dire autre chose qu'Elon Musk, honnêtement. Je sais que c'est cliché, les gens vont dire rien. Même s'il avait de l'argent, donc attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, hein, que ce soit Bill Gates, Jeff Bezos, évidemment Bernard Arnault, qui avaient de l'argent au début. Donc c'est dur de se projeter dans leur réussite parce qu'ils n'avaient pas les mêmes cartes que nous. Mais j'ai un profond respect pour ce qu'ils ont fait, parce que malgré tout, ils auraient très bien pu dire « Allez, on va kiffer et on va profiter de la vie ». Donc profond respect. Mais Elon Musk, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a disrupté différentes industries. Tu vois, tu as un Mark Zuckerberg, il va avoir fait un réseau social. Tu as un Bill Gates, il va faire un Microsoft. Elon Musk est fou, c'est qu'il fait tellement de trucs différents que tu es obligé de dire que le mec est un génie. Je dis pas que humainement, c'est quelqu'un de bien, machin, il y a des problèmes, des trucs, chacun... je connais pas sa vie, tu vois, j'ai lu ses bouquins, enfin j'ai lu les bouquins qu'il y a sur lui, puis c'est pas lui qui les a rédigés, mais... D'un point de vue purement business, c'est un champion. Pire entrepreneur? Surcoté, putain, attends, j'en ai... Bah déjà, tous mes concurrents de Blast, je pourrais tous les mettre parce qu'ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Franchement, tu sais quoi, j'ai du mal à le faire ou à trouver. Tu sais pourquoi? Parce que j'essaie toujours de me concentrer sur les trucs bien. En fait, je me suis jamais posé la question. C'est pour ça que je sais pas quoi te dire. Parce que plutôt que d'apporter l'ombre sur les autres, vaut mieux essayer d'apporter la lumière sur toi. Et honnêtement, vous pouvez chercher, parce que comme ça, je sais qu'il y a tous les fous qui veulent voir si c'est vrai ou pas. Cherchez un commentaire de moi sur tous les réseaux, que ce soit sur Trustpilot, sur Google Avis, sur machin, où j'ai dit quelque chose de négatif sur quelqu'un. En fait, jamais. Parce que je ne vais pas perdre du temps et que ça ne m'intéresse pas, tu vois. Donc, je serais incapable de le dire. À part mes concurrents Blast, que vraiment, je méprise, je vois pas. Meilleur livre? Meilleur livre, pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est Start with Why de Simon Sinek, puisqu'il explique ce que j'essaie de donner aux jeunes, c'est trouve ton pourquoi. Tu te lèves tous les matins, ton pourquoi ta vie doit avoir un sens. Et moi, c'est les mots que j'arrivais pas forcément à trouver quand j'ai commencé les réseaux, en disant qu'est-ce que je raconte. Et je me souviens très bien, quand j'ai commencé à faire du branding, j'en avais parlé à mes investisseurs et j'avais dit, écoutez, je veux parler de mon parcours, à quel point c'est dur de réussir quand tu viens d'en bas et que je veux faire une révolution. Et je me souviens qu'il y avait même un employé à nous qui était directeur offline, s'il nous écoute, qui m'a dit « Mais Anthony, on vend des barres au chocolat, on n'est pas là pour faire la révolution, quoi. » Et en fait, il avait vraiment tort. Parce que
si tu veux vendre un produit, tu ne dois pas vendre un produit, mais tu dois raconter une histoire qui va avec et dire pourquoi ce produit, c'est l'aboutissement de ton parcours et pourquoi il va aider les gens à atteindre le même chemin que toi. Et donc, si les gens trouvaient une raison de vivre, je pense que ça changerait beaucoup de choses parce que quand je parle à des personnes qui sont malheureuses, ça m'arrive souvent maintenant avec la télé, tout ça, toi aussi quand on est ensemble, il y a souvent des gens qui t'arrêtent. Les gens te parlent et tu vois le malheur, ils n'ont pas trouvé leur voie, ils te disent mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce qui me plaît. Et en fait, c'est un mal de notre société, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Et on a une génération des réseaux sociaux où tu vis par procuration au travers de figures d'Instagram, de LinkedIn, etc. Et les gens doivent trouver ce qui les anime, doivent trouver leur pourquoi de manière à ne pas se suicider. Parce que je pense qu'on va être dans une génération où il va y avoir beaucoup de suicides parce que si ta vie, c'est te lever, travailler dans un métier qui ne te plaît pas, attendre le vendredi en priant pour aller te mettre des murges le vendredi soir pour oublier la vie de merde que tu as, je pense qu'on va droit dans le mur et que notre société va imploser. J'ai très peur pour la politique, j'ai très peur de l'avenir de la France parce qu'on voit que les extrêmes sont en train de prendre de la place, qu'il y a un discours hypocrite de la part des politiciens qui veulent faire semblant de comprendre le peuple. Les gens qui représentent la gauche ou l'extrême gauche sont des blagues. Sont des blagues. Maintenant que je connais pas mal de monde avec l'argent, j'entends les vrais discours, sont des escrocs. Pour moi, la plupart, elle n'est pas la plupart parce que c'est exagéré, mais certains politiciens qui sont aujourd'hui très écoutés sont des escrocs. Escrocs dans le sens où ils ne croient même pas à ce qu'ils vendent. C'est comme si moi je faisais Blast sans penser que nos investissements pouvaient vraiment marcher, sans investir mon argent. Ce sont des gens qui vivent au crochet des Français par des subventions, ils sont payés par nos impôts et qui viennent nous imposer des lois, des normes qu'ils ne respectent pas. Ils viennent nous imposer des trains de vie, nous demander de dépenser moins. Je vois le rythme qu'ils ont puisque j'ai des personnes maintenant assez proches de moi qui sont dans ces sphères. Et je pense que la France va vivre une grande révolution et j'espère que je participerai et donner une grosse partie de mon argent pour ça. Tu vois, ça me ferait kiffer parce qu'encore une fois, je ne suis pas attaché et je pense que j'ai déjà assez pour m'amuser en jouant aux raquettes, toi et moi. Ça me suffira. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux dire aux personnes qui nous regardent? Non, je leur dis de croire en elles. Franchement, je leur dis kiffer. La vie est belle. Et même si je sais que c'est difficile d'y croire quand on est au plus bas, moi quand j'étais au plus bas, quand j'étais dans mon pieu le soir, je disais mais qu'est-ce que je vais faire? Putain, je suis le 28 du mois, je suis en mode rationné pour finir le mois, personne croit en moi, j'ai pas de capacité particulière. Moi vraiment, c'était les sables mouvants. Tu vois, plus j'essayais de me débattre, plus je m'enfonçais. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais pensé au suicide, pour être franc, parce que j'avais tellement de haine que c'était pas envisageable. Mais je me disais vraiment, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Tu vois, c'est un délire. Et si tu m'avais dit à l'époque que j'allais avoir 10% du succès que j'ai aujourd'hui, je ne t'aurais pas cru, quoi. Tu vois, j'aurais dit, c'est pas impossible. Pour moi, être riche à l'époque, c'était avoir 1 million d'euros. Je me disais, putain, je vais avoir mon million, je vais avoir mon million. Et en fait, je réalise que si tu crois en toi, que tu crées un réseau et que tu travailles très fort, tu peux y arriver. Donc, c'est un message d'espoir que je veux envoyer et dire à tout le monde, regardez Yomi, regardez moi, regardez plein de gens. Au lieu de critiquer et d'être dans le négatif, concentrez-vous et essayez d'aller chercher de la positivité, essayez d'aller chercher au fond de vous quelque chose qui va rayonner, essayez d'embarquer des gens, entourez-vous de gens en qui vous croyez vraiment parce que c'est la clé pour moi de la réussite. Faites-vous une petite famille, même si vous n'en avez pas comme moi. Tu vois, j'ai la meilleure des familles aujourd'hui. J'ai des gens que j'aime vraiment et qui m'aiment vraiment alors qu'on n'a pas le même sang. C'est une chance incroyable. Tu vois, créez-vous des structures solides, des lieutenants qui vont vous accompagner. Allez chercher plus que de l'argent, même si tu vois, je suis le premier à dire je veux mon milliard, mais la vraie bataille, elle est plus loin. La vraie bataille, c'est d'être heureux. La vraie bataille, c'est de déclencher une révolution dans le pays. Écoute, merci. Merci à toi. On mettra tes réseaux, Blast, etc. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez suivre Anthony, n'hésitez pas, il y aura tous les liens dans la description. On se retrouve très prochainement sur la chaîne C'était Yomi. Allez, ciao.